La métamorphose, écrit par Franz Kafka. 1. Quand Grégor Samsa se réveilla un matin de rêve troublé, il se trouva transformé là-bas dans son lit en une sorte d'insecte monstrueux. Il était couché sur le dos, dur comme une carapace, et quand il releva un peu la tête, il vit son ventre brun courbé segmenté par des arcs rigides au sommet desquels la couverture, déjà glissante, arrivait à peine à s'accrocher. Ses nombreuses jambes, pitoyablement maigres par rapport au reste de lui, se balançaient impuissantes devant ses yeux. Que m'est-il arrivé ? Pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie pièce humaine, certes trop petite, se trouvait paisiblement entre les 4 murs familiers. Au-dessus de la table, où était rangée une collection d'échantillons de tissus déballés, Samsa était un vendeur ambulant, pendait la photo qu'il avait récemment découpée dans un magazine brillant et placée dans un joli cadre doré. Cette photo montre une dame avec un chapeau de fourrure et un boa de fourrure qui est assise debout, tenant devant le spectateur une lourde musette de fourrure dans laquelle tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se dirigea alors vers la fenêtre, où le temps sombre, on pouvait entendre des gouttes de pluie frapper le seuil métallique, lui fit ressentir une certaine mélancolie. Et si je me rendormais un instant et que j'oubliais toute cette bêtise, pensa-t-il, mais cela se révéla tout à fait impossible, car c'était son habitude de dormir sur le côté droit, et dans son état actuel, il ne pouvait pas assumer ce poste. Peu importe la force avec laquelle il se poussait sur le côté, il continuait à rouler en arrière. Peut-être une centaine de fois, il l'a essayé en fermant les yeux pour ne pas voir ses jambes qui luttaient, et il n'a cédé que lorsqu'il a commencé à ressentir un léger mal sourd dans le flanc, comme jamais auparavant. Mon Dieu, pensait-il, quel métier épuisant j'ai choisi. Jour après jour sur la route. Un travail comme celui-ci est beaucoup plus dérangeant que les affaires menées à la maison, et puis j'ai l'agonie de voyager lui-même à composer avec. Se préoccuper des liaisons ferroviaires, les repas irréguliers, désagréables, et les rapports humains qui changent constamment, ne jamais développer la moindre constance ou chaleur. Le diable prend tout. Il sentit une légère démangeaison en haut de son ventre. Toujours sur le dos, il se pencha laborieusement vers la perche du lit pour pouvoir lever plus facilement sa tête. Identifia l'emplacement de la démangeaison, un amas de petits points blancs qu'il ne pouvait juger, et voulut sonder la tâche avec une jambe. Mais il la retira aussitôt, car le toucher lui envoyait des frissons froids qui ondulaient à travers lui. Il est revenu à sa position antérieure. Tout ce lever de soleil, pensait-il, suffit pour se faire un mou dans la tête. Les êtres humains ont besoin de leur sommeil. Les autres vendeurs ambulants vivent comme des harems. Quand je retourne à la pension, par exemple, pour copier les commandes du matin. Pourquoi ces messieurs sont peut-être encore assis au petit déjeuner? J'aimerais voir le visage de mon patron si je l'essayais un jour, il me le ferait sur place. Mais qui sait, ce serait peut-être la meilleure chose pour moi. Si je n'avais pas eu à me retenir pour mes parents, j'aurais donné un préavis il y a longtemps. J'aurais marché droit vers lui et lui aurais donné une partie de mon esprit. Il serait tombé de son bureau. Et quelle étrange coutume! S'asseoir en haut de son bureau surélevé, de cette hauteur considérable, s'adresser à son employé en bas, d'autant plus que ce dernier est obligé de se tenir tout près parce que son patron est malentendant. Eh bien, tout espoir n'est pas encore perdu. Dès que j'aurai économisé assez d'argent pour rembourser ce que mes parents lui doivent, 5 ou 6 ans de plus devraient suffire, je le ferai certainement. Ce sera la grande séparation des chemins. Pour l'instant, je dois me lever, mon train part à 5 heures. Et il jeta un coup d'œil au réveil qui se tenait au-dessus de la garde-robe. Père céleste, pensa-t-il. Il était 6h30 et les aiguilles de l'horloge continuaient à avancer calmement. En fait, la demi-heure était déjà passée, elle commençait à se rapprocher de 6h45. Est-ce que l'alarme n'a pas sonné? Même du lit, on pouvait voir qu'elle était correctement réglée pour 4 heures. Elle a dû sonner. Oui, mais était-il possible de dormir tranquillement à travers ce bruit de meubles? Eh bien, son sommeil n'avait pas été exactement tranquille, mais sans doute était-il pour cela si sain. Mais que devait-il faire maintenant? Le prochain train était à 7 heures. Pour l'attraper, il devait se précipiter comme un fou, et son étui n'était même pas encore emballé, et lui-même ne se sentait pas agile ou alerte. Et même s'il avait réussi à prendre ce train, son patron était certain de déchaîner un orage d'invectives sur sa tête, car le greffier qui avait rencontré le train de 5 heures n'avait pas douté depuis longtemps de l'absence de Grégor. Ce commis était le subalterne du patron, une créature dépourvue d'esprit et de colonne vertébrale. Que se passait-il s'il avait appelé pour dire qu'il était malade? Mais ce serait mortifiant et aussi suspect, puisque Grégor n'avait jamais été malade en 5 ans de service. Sans doute son patron viendrait-il appeler avec le médecin de l'entreprise, reprocherait aux parents de Grégor la paresse de leur fils, taisant toutes les objections en les renvoyant à ce médecin, qui n'était d'avis que des individus sains ne voulant pas travailler. Et le médecin aurait-il si terriblement tort dans ce cas? Mis à part une légère somnolence qui était certainement superflue après tant d'heures de sommeil, Grégor se sentait parfaitement bien. En fait, il était affamé. Tandis qu'il examinait ces questions avec la plus grande célérité possible, sans toutefois parvenir à se décider à quitter le lit, l'horloge sonnait à peine 6:15, un timide coup frappa à la porte du chevet. Grégor.
La voix a appelé. C'était sa mère. Il est 1:15. Tu ne voulais pas prendre ton train? Cette voix douce. Grégor, en entendant sa propre réponse, se dérobait. C'était sans équivoque sa vieille voix, mais maintenant elle avait été infiltrée comme par le bas par un pipiping torturé qu'il était impossible de supprimer. Laissant intact chaque mot, il était compréhensible. Mais seulement pour un instant avant de l'anéantir complètement, car il continuait à raisonner qu'une personne ne pouvait pas dire avec certitude si ses oreilles le trompaient. Grégor avait l'intention de donner une réponse adéquate pour tout expliquer, mais dans les circonstances il s'est limité à dire « Oui, merci, mère, je viens de me lever ». En raison de la porte en bois, le changement dans la voix de Grégor ne semblait pas être perceptible de l'autre côté, car sa mère était rassurée par sa réponse et s'est écartée. Mais leur brève conversation avait alerté les autres membres de la famille que Grégor était encore chez lui, et déjà son père frappait à une des portes latérales de la pièce, doucement, mais avec le poing « Grégor, Grégor », il a appelé. Quel est le problème? Et après un court moment, il répéta sa question en reprenant plus profondément « Grégor, Grégor ». Entre-temps, à la porte de l'autre côté, sa sœur s'est plaint un peu. « Grégor, êtes-vous malade? Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Juste une seconde », répondit Grégor dans les deux sens à la fois, en faisant un effort, en énonçant le plus clairement possible et en insérant de longues pauses entre les mots individuels pour enlever tout ce qui était visible de sa voix. Et en fait, son père retourna à son petit déjeuner, mais sa sœur murmura « Grégor, ouvre la porte, je t'implore ». Mais Grégor n'avait pas l'intention d'ouvrir la porte. Il louait l'habitude prudente qu'il avait acquise en voyageant de verrouiller toutes ses portes la nuit, même à la maison. D'abord, il se lèverait tranquillement et sans être dérangé, s'habillerait et surtout prendrait son petit déjeuner. Et alors seulement songerait-il à ses prochaines étapes, car toutes ces contemplations en supination, il s'aperçut soudain, ne donneraient aucun résultat utile. Il se rappelait avoir souvent ressenti de légères douleurs et douleurs au lit, causées peut-être par une position inconfortable, et cette douleur s'était révélée alors un produit de son imagination dès qu'il se leva. Il était curieux de voir comment les imaginations de ce matin allaient graduellement s'estomper. Le changement de sa voix n'était rien d'autre que le signe annonciateur d'un vrai rhume, un risque professionnel chez les vendeurs ambulants. Il n'en doutait pas le moins du monde. Il était assez simple de se débarrasser de la couverture. Il avait juste besoin de se gonfler un peu, et elle est tombée. Mais le reste s'est avéré difficile, notamment parce qu'il était si excessivement large. Il lui aurait fallu des bras et des mains pour se soutenir. Mais au lieu de cela, tout ce qu'il avait été ses nombreuses petites jambes, diverses en mouvement, qu'il était incapable de contrôler. S'il essayait de plier une jambe, elle serait la première à se redresser. Et quand il réussit enfin à faire obéir une jambe, toutes les autres se balançaient dans une frénésie déconcertante. Assez de ce mensonge inutile dans son lit, se dit Grégor. Il essaya d'abord de faire sortir du lit la partie inférieure de son corps, mais cette partie inférieure, qu'il n'avait pas encore vue et ne pouvait pas bien imaginer, soit dit en passant, se révéla trop lourde. Tout allait si lentement. Et quand enfin, la moitié de fou d'impatience, il se jeta en avant avec toute sa force. C'était dans la mauvaise direction, et il s'écrasa contre le chevet inférieur. La douleur palpitante qu'il sentait lui indiqua que pour l'instant, au moins la partie inférieure de son corps était peut-être la plus sensible. Il décida donc d'essayer de diriger avec son haut du corps et tourna soigneusement sa tête vers le bord du lit. Cela se fit facilement, et à la fin, malgré sa largeur et son poids, la masse de son corps suivit lentement le tour de sa tête. Mais une fois sa tête penchée en plein air à l'extérieur du lit, il avait peur de continuer à avancer comme ça, car s'il devait finalement se laisser tomber dans cette position, ce serait pratiquement un miracle si sa tête échappait. Et il devait maintenant garder son sang-froid à tout prix, même si cela signifiait rester où il était. Mais quand, soupirant après des efforts redoublés, il se trouva couché là comme avant, regardant ses petites jambes engagées dans leur lutte, peut-être plus en pagaille maintenant, et ne voyant aucune façon possible de ramener le calme ou l'ordre à ce chaos. Il se dit encore une fois qu'il ne pouvait plus rester allongé ici et que le plus sensé serait de tout sacrifier tant qu'il resterait le moindre espoir de se libérer du lit. Mais en même temps, il a continué de se rappeler que la considération calme. En fait, la considération la plus calme était de loin préférable aux résolutions prises dans le désespoir. Dans ces moments-là, il fixait le plus possible les yeux sur la fenêtre. Mais malheureusement la vue du brouillard matinal, qui voilait même l'autre côté de la rue étroite, ne lui offrait guère d'optimisme et de bonne humeur. 7 heures déjà, se dit-il en voyant encore sonner l'horloge, déjà 7 heures et encore un brouillard si dense. Et pendant un moment il resta là, tranquille, sa respiration superficielle, dans l'espoir, peut-être, que ce silence parfait puisse éventuellement rétablir l'état réel et ordinaire des choses. Puis il se dit, avant qu'il ne frappe un quart de 7, je dois absolument m'être complètement levé du lit. En outre, à ce moment-là, quelqu'un sera venu du bureau pour s'enquérir de moi, car le bureau ouvre avant 7 heures. Et il se mit à balancer son corps hors du lit aussi régulièrement que possible sur toute sa longueur. S'il se laissait tomber du lit comme ceci, sa tête, qu'il avait l'intention de soulever proprement en tombant, resterait vraisemblablement indemne. Sundos Simulator,
il devait pas subir de dommages quand il est tombé sur le tapis. Sa plus grande préoccupation était de savoir quoi faire au sujet du bruit qui allait clairement se produire, sans doute en invoquant non pas la terreur, mais certainement l'alarme derrière chaque porte. Il faudrait néanmoins s'aventurer, au moment où Grégor était déjà en train de sortir du lit. Cette nouvelle méthode était plus un jeu qu'une lutte, il lui suffisait de se balancer un peu sur le côté à la fois. Il se rendit compte à quel point les choses seraient simples si seulement quelqu'un venait à son secours. Deux hommes forts, il pensait à son père et à la servante, suffiraient. Il leur suffisait de glisser leurs bras sous le dos courbé pour le sortir du lit, puis s'accroupir avec leur fardeau et attendre patiemment qu'il se retourne sur le plancher, où il espérait que ses petites jambes prennent un sens. Mais même si les portes étaient verrouillées, devrait-il vraiment appeler à l'aide? Malgré sa détresse, il ne pouvait s'empêcher de sourire à l'idée. Il était déjà arrivé au point où le mouvement de balancement vigoureux lui rendait presque impossible de garder son équilibre, et bientôt il devait se décider à plonger, car un quart après 7 heures, il n'était plus qu'à 5 minutes, lorsque la sonnette sonna. « C'est quelqu'un du bureau », se dit-il et frôla le froid, tandis que ses petites jambes continuaient à ramper d'autant plus frénétiquement. Pendant un instant, tout s'est arrêté. « Ils ne répondent pas », se dit Grégor, pris dans une illusion. Mais alors, bien sûr, comme toujours, la femme de chambre s'est résolument dirigée vers la porte et l'a ouverte. Grégor n'avait besoin que d'entendre les premiers mots de salutation du visiteur pour savoir qui c'était, le directeur général lui-même. Pourquoi Grégor a-t-il été condamné à servir dans une entreprise où même le plus petit échec était suffisant pour éveiller les plus grands soupçons? Était-ce un malfaiteur parmi les derniers employés de l'entreprise? N'y avait-il pas une seule âme loyale et dévouée parmi eux qui serait rendue folle par des remords de conscience s'il ne pouvait faire le meilleur usage possible de quelques heures du matin pour le bénéfice de son employeur? De sorte que sa culpabilité le rendrait pratiquement incapable de se lever de son lit? Ne serait-il pas suffisant d'envoyer un apprenti pour s'informer? Si de telles enquêtes étaient nécessaires, le directeur général devait venir en personne. Et était-il nécessaire de démontrer à toute la famille innocente que l'enquête sur cette affaire suspecte ne pouvait être confiée qu'à l'intelligence vive du directeur général? Et c'est plus à cause de l'agitation suscitée en Grégor par ce train de pensée que d'une bonne résolution de sa part, qu'il se releva de son lit avec toute sa force. Il y a eu un bruit fort. On ne peut pas vraiment dire que c'était un accident. Le tapis amortit un peu l'impact, et comme son dos était plus élastique qu'il ne le pensait, le son qui en résultait était étouffé et pas si évident. Mais il n'avait pas réussi à tenir sa tête assez prudemment et l'avait heurtée. Il la tourna de ce côté-ci, la pressant contre le tapis dans son chagrin et sa douleur. « Quelque chose est tombé là-dedans », a dit le directeur général dans la salle à gauche. Grégor a essayé d'imaginer si quelque chose comme ce qu'il vivait maintenant pourrait jamais arriver au directeur général. La possibilité doit certainement être admise. Mais comme si elle écartait brusquement la question, le directeur a maintenant pris quelques mesures décisives dans la salle voisine, faisant craquer ses bottes en cuir verni. De la salle à droite, vint le chuchotement de la sœur de Grégor qui lui dit « Grégor, le directeur général est ici. » « Je sais, » murmura Grégor, mais il n'osait pas élever sa voix assez fort pour que sa sœur l'entende. « Grégor, » dit alors son père de la salle à gauche, « le directeur général est venu demander pourquoi vous n'avez pas pris le train du matin. Nous ne savons pas quoi lui dire. En outre, il aimerait vous parler en personne. Alors, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je suis sûr qu'il aura la gentillesse de ne pas se vexer de l'impropreté de votre chambre. »« Bonjour, monsieur Sansa, » s'écria le directeur général dans un ton amical. « Il n'est pas bien, » dit la mère de Grégor au directeur général, alors que son père était encore à la porte. « Pas bien du tout, croyez-moi. Pourquoi sinon Grégor aurait-il raté son train? Le bureau est la seule chose à laquelle pense ce garçon. Ça me dérange vraiment qu'il ne sorte jamais le soir. Il est de retour en ville depuis une semaine, mais il passe chaque dernière soirée à la maison. Il s'assoit simplement à la table avec nous, lisant tranquillement le journal ou étudiant les horaires. Même le simple travail du bois semble l'amuser. Il a fait un petit cadre, par exemple, en 2 ou 3 soirs avec sa scie à métaux. Vous serez étonné de voir comme c'est joli. Il est accroché dans sa chambre. Vous le verrez dans 1 minute quand Grégor ouvrira la porte. Oh, et je suis si heureux que vous nous ayez rendu visite, monsieur. De notre propre chef, nous n'aurions jamais réussi à persuader Grégor de s'ouvrir. Il est si têtu. Et il ne va pas bien, même s'il a nié ce matin. Soyez juste là, dit Grégor, sans bouger, pour ne pas manquer un seul mot de leur conversation. Aucune autre explication, madame, ne me paraît concevable, dit le directeur général. Espérons que ce n'est rien de grave. Bien que, d'un autre côté, je noterai qu'en tant qu'homme d'affaires, heureusement ou malheureusement, comme on le fera, nous sommes très souvent obligés de supprimer des indispositions par considération pour l'entreprise. Alors, êtes-vous prêt à laisser entrer le directeur général? Demanda le père impatient de Grégor, qui frappait encore à la porte. Non, répondit Grégor. Dans la salle de gauche, silence horrifié, tandis que dans la salle à droite, la sœur de Grégor se mettait à pleurer. Pourquoi sa sœur ne s'est-elle pas jointe aux autres?
Elle devait sortir du lit et ne pas encore commencer à s'habiller. Pourquoi pleurait-elle? Parce qu'il ne se levait pas et n'ouvrait pas sa porte au directeur général, parce qu'il était en danger de perdre son poste, et parce que son patron allait alors commencer à harceler ses parents une fois de plus pour leur ancienne dette? Pour l'instant, tous ces soucis étaient certainement inutiles. Grégor était toujours là, et abandonner sa famille était la chose la plus éloignée de ses pensées. En ce moment, il était allongé sur le tapis, et personne ne s'attendait sérieusement à ce qu'il laisse entrer le directeur général. Mais il ne serait pas envoyé en l'air comme ça à cause d'un acte de discourtoisie si trivial, pour lequel il serait assez simple de trouver une excuse appropriée plus tard. Et il semblait à Grégor qu'il serait beaucoup plus sage de le laisser tranquille plutôt que de l'ennuyer avec tous ses pleurs et ses cajolages. Mais les autres étaient affligés par l'incertitude de tout cela. Leur comportement était compréhensible. « Air sans ça !» s'écria le directeur général en levant la voix. « Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous barricadez dans votre chambre, vous répondez aux questions par oui et non, vous faites des soucis inutiles à vos parents et vous négligez, permettez-moi de le dire, vos responsabilités professionnelles d'une manière vraiment sans précédent. Je parle ici au nom de vos parents ainsi que de votre employeur et en toute sérénité, je dois vous demander une explication claire et immédiate. Je suis étonné, absolument étonné. Je vous ai toujours connu comme une personne calme et sensée, et maintenant il semble que vous ayez commencé à vous permettre les extravagances les plus fantaisistes. Pour être sûr, le patron a suggéré une explication possible de votre absence ce matin. Il s'agit des paiements en espèces récemment confiés à vos soins. Et honnêtement, je lui ai donné ma parole d'honneur que cette explication ne pouvait pas être correcte. Mais devant votre incompréhensible obstination, je me retrouve à perdre toute envie de venir vous défendre. Et votre position est tout sauf sûre. Il était à l'origine mon intention de discuter de tout cela avec vous dans une conversation privée. Mais puisque vous me forcez à perdre mon temps ici, je ne sais pas pourquoi vos parents estimés ne devraient pas entendre parler aussi bien. En bref, votre productivité a été très insatisfaisante ces derniers temps. Certes, ce n'est pas la meilleure saison pour faire des affaires, nous le reconnaissons. Mais une saison où il n'y a pas de commerce du tout est quelque chose qui n'existe pas et qui peut ne pas exister, monsieur Sansa. Mais, monsieur, s'écria Grégor, hors de lui et oubliant tout dans son agitation, je vais ouvrir la porte immédiatement, en cet instant même. Une légère indisposition, un vertige m'a empêché de me lever. Même maintenant je suis encore au lit. Mais déjà je me sens très bien rafraîchi. Ici, je me lève. Patience un instant, c'est un peu plus difficile que ce que je pensais. Mais déjà je me sens bien. Quelle étrange façon qu'une telle chose peut subitement se présenter. Hier soir je me sentais parfaitement bien. Mes parents peuvent en témoigner, ou plutôt, j'ai déjà eu un léger pressentiment hier soir. Je suis sûr que tout le monde pouvait le voir en me regardant. Pourquoi n'ai-je pas envoyé de message au bureau? Mais nous supposons toujours que nous serons capables de surmonter ces maladies sans rester à la maison. Monsieur, Soyez du avec mes parents. les allégations que vous faites sont sans fondement, et personne ne m'a jamais mentionné quoi que ce soit de ce genre. Peut-être n'avez-vous pas encore regardé les dernières commandes que j'ai envoyées. En tout cas, je serai de retour sur la route à temps pour le train de 8 heures. Ces heures supplémentaires de repos m'ont fortifié. Je vous prie de ne pas me permettre de vous retenir plus longtemps, monsieur. Je serai moi-même au bureau dans peu de temps. Soyez assez bon pour dire que je suis en route et présenter mes salutations à mon patron. Et tandis que Grégor se hâtait de tout dire, à peine sachant ce qu'il disait, il s'approcha du vestiaire avec un effort minimal. Sans doute grâce à la pratique qu'il avait déjà acquise dans son lit, et maintenant il faisait de son mieux pour se hisser droit. En effet, il voulait vraiment ouvrir la porte, se montrer et parler avec le directeur général. Il était impatient d'apprendre ce que les autres, si impatients de le voir, diraient quand il l'aurait enfin vu. S'il reculait dans l'horreur, Grégor pourrait abandonner toute responsabilité et se reposer. Mais s'ils acceptaient tout calmement, cela signifiait qu'ils n'avaient pas non plus de raison de se mettre en colère et que s'ils se dépêchaient, ils pourraient encore arriver à la gare à 8 heures. Au début, il ne pouvait pas saisir la surface lisse de l'armoire, mais finalement il a fait un grand mouvement et s'est retrouvé debout. Il n'a plus prêté aucune attention à la douleur dans le bas de son corps, même si elle était douloureuse. Il se laissa tomber sur le dos d'une chaise voisine, s'accrochant à ses bords avec ses petites jambes. Et ayant ainsi pris le contrôle de lui-même, il se tut, car maintenant il pouvait écouter le directeur général. « Avez-vous compris un seul mot ?» Le directeur demandait aux parents de Grégor. « Il ne cherche pas à nous ridiculiser, pour l'amour de Dieu !» La mère de Grégor s'écria en pleurant déjà. Il était peut-être gravement malade et nous voilà à le tourmenter. « Grete, Grete !» Elle cria. « Mère !» La sœur de Grégor appelait de l'autre côté. Il communiquait par la chambre de Grégor. « Vous devez aller chercher le médecin immédiatement. Grégor est malade. Vite, va chercher le docteur. Tu l'as entendu parler tout à l'heure. » C'était la voix d'un animal, dit le directeur général, parlant dans des tons sensiblement plus modérés que les cris de la mère de Grégor. « Anna, Anna !» Le père a crié dans la cuisine par le vestibule,
en tapant des mains. « Cours et va chercher un serrurier. Dépêche-toi. » Et déjà les deux filles couraient dans le vestibule, leurs jupes roulantes. Comment la sœur de Grégor avait-elle pu s'habiller si vite? Et ont ouvert la porte d'entrée. Il n'y avait pas de bruit de la porte qui se refermait. Sans doute l'avait-il laissé ouvert, comme on le voit avec les appartements où s'est produite une grande calamité. Mais Grégor était beaucoup moins troublé maintenant. Même si les autres ne comprenaient plus ses paroles, bien qu'elles lui eussent paru assez claires, plus claires que par le passé, peut-être parce que son oreille s'était habituée à leur bruit. Ils étaient maintenant convaincus que les choses n'allaient pas bien avec lui et étaient prêts à offrir de l'aide. La confiance et la conviction avec lesquelles ses premiers arrangements avaient été faits le réconfortaient. Il se sentait de nouveau attiré dans le cercle de l'humanité et attendait du médecin et du serrurier, sans faire la différence entre les deux, qu'il accomplisse des exploits magnifiques, étonnants. Afin d'avoir une voix aussi intelligible que possible pour les discussions cruciales qui se présentaient, il s'éclaircit un peu la gorge, en faisant l'effort de le faire aussi discrètement que possible, car même ce son pourrait différer de la gorge humaine le jugement qu'il ne se faisait plus confiance. Dans la pièce voisine, pendant ce temps-là, tout était calme. Peut-être ses parents étaient-ils assis à la table en train de chuchoter avec le directeur général, ou peut-être tous les parents étaient-ils penchés contre la porte et écoutaient. Grégor se poussa lentement vers la porte en utilisant le fauteuil, puis il lâcha prise et se laissa tomber contre la porte, se tenant droit. Les coussinets de ses petites jambes s'avérèrent un peu collants, et là il se reposa brièvement de ses efforts. Puis il se mit à tourner la clé de la serrure avec sa bouche. Malheureusement, il semblait n'avoir aucune vraie dent. Alors comment était-il censé saisir la clé? Mais ses mâchoires se sont révélées étonnamment fortes. Et avec leur aide, il a réussi à faire bouger la clé, sans tenir compte du fait qu'il se blesserait sans doute au passage, car un liquide brun s'est échappé de sa bouche et a coulé sur la clé, en dégoulinant sur le sol. « Écoutez ça », dit le directeur général dans la pièce voisine, il tourne la clé de la serrure. Grégor a trouvé ces mots très encourageants, mais ils auraient tous dû l'encourager, y compris son père et sa mère. « Allez, Grégor !» Ils auraient dû crier « Continuez à travailler sur cette serrure !» Et maintenant, en imaginant qu'il suivait tous ses efforts avec un grand suspense, il mordit sur la clé sans comprendre, avec toute la force qu'il pouvait rassembler. À chaque tour de clé, il dansait autour de la serrure, se tenant droit en utilisant seulement sa bouche et au besoin, soit s'accrochant à la clé ou en utilisant tout le poids de son corps pour l'appuyer. Le son plus vif de la serrure qui s'ouvrait enfin la réanimait positivement. Superintendent Sologement, Illinois Sidit. Je suppose que je n'ai pas besoin du serrurier après tout. El posa essayer sur la poignée de la porte pour elle ouvrir. Mais il est resté caché à la vue de la porte qui s'est tournée vers lui, même après qu'elle ait été grande ouverte. Pour être visible, il devait se frayer un chemin lentement autour d'une des ailes de la double porte. Opération délicate s'il voulait éviter de se glisser maladroitement sur le dos avant même d'entrer dans la pièce. Il était encore occupé par cette manœuvre difficile et n'avait pas de temps libre pour s'occuper d'autre chose quand il a entendu le directeur général prononcer un fort « haut ». Il sonnait comme le vent hurlant, et maintenant il le voyait aussi. Voyez comment le directeur général, qui se tenait le plus près de la porte, pressait sa main vers sa bouche ouverte, se retirant lentement, comme s'il était repoussé par une force invisible et stable. La mère de Grégor, qui, malgré la présence du directeur général, se tenait les cheveux décoiffés de la nuit, follement hérissés, regarda d'abord son père, les mains jointes, et fit 2 pas dans la direction de Grégor avant de tomber au milieu de toutes ses jupes ondulantes. Son visage disparaissait complètement là où il s'enfonçait dans son sein. Le père de Grégor serrait le poing d'une grimace hostile, comme s'il avait l'intention de repousser Grégor dans sa chambre, puis jeta un coup d'œil incertain sur la salle de séjour, se mit les mains dans les yeux et pleura jusqu'à ce que sa puissante poitrine tremble. Grégor ne fit aucun mouvement pour entrer dans la pièce, mais il s'appuya de l'intérieur contre le rebord de la porte qui était boulonnée rapidement, de sorte que seulement la moitié de son corps et la tête inclinée latéralement au-dessus d'elle pouvaient être vus comme il regardait à travers les autres. Entre-temps, il s'était éclairci. De l'autre côté de la rue, on voyait une partie du bâtiment d'en face, d'un gris foncé et infiniment long, avec ses fenêtres régulières qui étaient percées dans la façade. Il pleuvait encore, mais seulement dans de grosses gouttes qui étaient visibles séparément et semblaient avoir été projetées une par une au sol. Un nombre démesuré de plats de petit déjeuner remplissait la table, car le père de Grégor considérait le petit déjeuner comme le repas le plus important de la journée et le traînait pendant des heures en lisant divers journaux. Tout droit, sur le mur opposé, une photo de Grégor de son service militaire, en tant que sous-lieutenant, dont le sourire insouciant, la main posée sur sa dague, lui commandait le respect de son allure et de son uniforme. La porte du vestibule était ouverte, et comme la porte d'entrée était également ouverte, on pouvait voir tout le chemin jusqu'au palier et à l'extrémité des escaliers menant vers le bas. « Eh bien, dit Grégor, tout à fait conscient du fait qu'il était le seul à avoir gardé son calme, je vais m'habiller immédiatement, emballer mes échantillons et me mettre en route. Quant au reste d'entre vous, êtes-vous prêt à me laisser faire? Vous le voyez, monsieur, dit-il en s'adressant au directeur général, je ne suis ni obstiné ni paresseux. Voyager est lourd, mais sans cela je ne pourrais pas vivre. Où allez-vous maintenant, monsieur? Au bureau?
Oui? Allez-vous nous dire toutes ces choses avec vérité? Une personne peut être incapable de travailler pour le moment, mais c'est précisément le bon moment pour se rappeler ses réalisations antérieures et considérer qu'il travaillera plus tard, une fois l'obstacle surmonté, d'autant plus avec diligence et avec une plus grande concentration. Je suis terriblement redevable au patron, vous le savez sûrement. D'autre part, j'ai mes parents et ma sœur à penser. Je suis vraiment dans une situation difficile, mais je vais m'en sortir. Ne me rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Prenez mon parti au bureau. Personne n'aime les tambours, je le sais. Tout le monde pense que les vendeurs ramassent la rançon d'un roi tout en profitant des plaisirs de la vie. Et il n'y a jamais de raison particulière pour reconsidérer ce préjugé. Mais vous, monsieur, vous avez une bien meilleure compréhension des circonstances générales que le reste du personnel. Même mieux, si je peux parler en toute confidentialité, que le patron lui-même, qui dans son rôle d'homme d'affaires peut facilement se tromper à son avis au détriment d'un employé. Et vous savez sans doute bien qu'un batteur, qui passe presque toute l'année loin de son bureau, peut facilement devenir la victime de commérages, de cas fortuits et de plaintes sans fondement contre lesquelles il ne peut pas se défendre, car il n'en apprend généralement jamais rien, ou seulement lorsqu'il a accompli un de ses voyages, épuisé. Et puis de retour à la maison, est obligé d'observer les effets physiques désastreux des causes qui ne peuvent plus être identifiés. Monsieur, ne partez pas sans dire quelque chose pour montrer que vous êtes d'accord avec moi au moins dans une certaine mesure. Mais le directeur général s'était déjà détourné dès que Grégor avait commencé à parler, et il ne fit qu'un coup de regard sur lui par-dessus une épaule courbée. La bouche se tordit. Et pendant le discours de Grégor, il ne resta pas immobile un instant, mais continua à reculer, sans perdre de vue Grégor, dans la direction de la porte, mais seulement graduellement, comme si on lui avait secrètement interdit de sortir de cette pièce. Il était déjà dans le vestibule, et à en juger par la brusque motion avec laquelle il retirait une dernière fois son pied du salon, on aurait pu supposer qu'il avait tout simplement brûlé. Arrivé au vestibule, il tendit cependant sa main droite, faisant un grand geste en direction des escaliers, comme si quelque salut autre que surnaturel l'Y attendait. Grégor se rendit compte qu'il ne pouvait pas permettre au directeur général de partir dans son état d'esprit actuel si sa propre position au sein de l'entreprise n'était pas mise en danger. Ses parents ne comprenaient pas bien sa situation. Au cours de ces longues années, ils avaient acquis la conviction que Grégor était pourvu à ce poste pour la vie. Et d'ailleurs, ils étaient tellement préoccupés par leurs soucis actuels qu'il était dépourvu de toute prévoyance. Mais Grégor avait cette prévoyance. Le directeur général devrait être retenu, raisonné, convaincu et enfin conquis. Après tout, l'avenir de Grégor et celui de sa famille en dépendaient. Si seulement sa sœur était là. Elle était intelligente. Elle avait déjà commencé à pleurer alors que Grégor était encore couché tranquillement sur son dos. Et le directeur général, jamais l'homme de la dame, se serait certainement laissé apaiser par elle. Elle aurait fermé la porte d'entrée de l'appartement et lui aurait fait sortir sa peur dans le vestibule. Mais sa sœur n'était pas là. Alors Grégor lui-même devait agir. Et sans s'arrêter pour considérer qu'il ne connaissait pas encore ses capacités actuelles de locomotion, ni même tenir compte du fait que ce dernier discours avait fort probablement, échappé à la compréhension, il laissa la porte, forcer son chemin à travers l'ouverture. Il voulait marcher jusqu'à là où le directeur général, déjà sur le palier, s'accrochait bêtement à la rampe des deux mains. Mais tout de suite, tâtonnant en vain pour quelque chose à attraper, il tomba avec un faible grincement sur ses nombreuses petites jambes. Aussitôt cela eut lieu, il sentit pour la première fois de ce matin-là un sentiment de bien-être physique. Ses jambes avaient une base solide sous elles. Elles obéissaient parfaitement à sa volonté, comme il le remarquait avec joie. Elle s'efforçait même de le porteur où il voulait, et il lui semblait déjà qu'il serait bientôt délivré de toutes ses souffrances. Mais comme il était là, à terre, directement devant sa mère et non loin d'elle, se balançant avec la mobilité en échec, elle sauta brusquement vers le haut. Enlevée comme elle l'avait apparu dans ses propres contemplations, elle bondit haut dans les airs, les bras écartés, les doigts écartés, criant « Aidez-moi, pour l'amour de Dieu, aidez-moi !» La tête penchée, comme pour mieux voir Grégor. Mais, contredisant cela, elle se retira sans raison. Mais elle avait oublié la table du petit déjeuner juste derrière elle. Elle s'y assit précipitamment dès qu'elle l'atteignit, comme si elle était distrayée, et ne semblait pas remarquer que la grande cafetière renversée à côté d'elle versait un épais jet de café sur le tapis. « Mère, mère !» dit Grégor doucement en la regardant. Il avait oublié pendant un instant le directeur général. D'autre part, il ne pouvait se retenir, quand il vit ce café coulant, de claquer plusieurs fois la mâchoire. La mère a encore crié et s'est enfuie de la table dans les bras du père de Grégor, qui se précipita à son secours. Mais Grégor n'avait plus de temps pour ses parents. Le directeur général était déjà sur l'escalier. Son menton appuyé sur la rampe, il regarda en arrière une dernière fois. Grégor se préparait à courir après lui pour être sûr de le rattraper. Mais le directeur devait avoir senti quelque chose, car il avait sauté plusieurs marches en même temps et disparu. Et le cri d'horreur qu'il a donné en s'enfuyant résonnait par la cage d'escalier. Malheureusement, le départ du directeur semblait maintenant déconcerter le père de Grégor, qui jusque-là avait été relativement calme,
car au lieu de courir après le directeur lui-même, ou du moins de ne pas gêner Grégor dans sa propre poursuite, il saisit d'une main le bâton de marche du directeur. Il avait été laissé sur un fauteuil avec son manteau et son chapeau. Avec l'autre, il prit un grand journal de la table et se mit à conduire Grégor dans sa chambre avec un grand coup de pied, brandir à la fois le journal et le bâton. Toutes les supplications de Grégor étaient vaines, et même incompréhensibles, car aussi docilement qu'il pouvait tourner la tête, son père ne faisait que lui taper sur les pieds d'autant plus férocement. De l'autre côté de la pièce, sa mère avait ouvert une fenêtre malgré le froid et, penchée vers l'extérieur, elle s'est appuyée le visage dans les mains bien en dehors du cadre de la fenêtre. Entre la rue et l'escalier, un puissant courant d'air s'est levé, les rideaux des fenêtres ont volé dans les airs, les journaux sur la table ont roulé, et quelques pages ont été froissées à travers le plancher. Inexorablement, le père de Grégor l'a repoussé, en émettant des sifflements comme un homme sauvage. Mais Grégor n'avait aucune pratique en locomotion inverse, et sa progression était très lente. Si seulement on lui avait permis de se retourner, il serait rentré dans sa chambre tout de suite. Mais il craignait de provoquer la fureur de son père par cette manœuvre longue, et à tout moment un coup fatal du bâton dans la main de son père pourrait s'écraser sur son dos ou sur sa tête. Mais à la fin, il n'avait pas d'autre choix. Horrifié, il se rendit compte qu'il était incapable de contrôler sa direction. Et ainsi il commença, avec des regards inquiets constants vers son père, à tourner aussi vite qu'il le pouvait, ce qui en fait fut plutôt lent. Peut-être son père discernait-il ses bonnes intentions, car il ne l'empêchait pas de faire cette opération, mais guidait même sa rotation ici et là à distance, en utilisant la pointe de son bâton. Si seulement son père ne faisait pas ce bruit de sifflement insupportable. Cela a fait perdre la tête à Grégor. Il avait déjà fait presque tout le tour quand, toujours avec ce sifflement dans l'oreille, il s'est embrouillé et a commencé à tourner dans la mauvaise direction. Mais quand il réussit enfin à placer sa tête devant la porte, il s'avéra que son corps était trop large pour passer par l'ouverture. Et bien sûr, dans l'état actuel de son père, il ne pouvait pas lui venir à l'esprit d'ouvrir l'autre aile de la porte pour créer un passage adéquat. Il était obsédé par l'idée que Grégor devait disparaître dans sa chambre le plus vite possible. Il n'aurait jamais toléré les préparatifs compliqués nécessaires pour que Grégor puisse se relever et passer la porte en position verticale. Au lieu de cela, comme s'il n'y avait aucun obstacle, il fit maintenant passer Grégor devant lui, en faisant un grand bruit. Ce que Grégor entendit derrière lui ne ressemblait plus à la voix d'un père célibataire. C'était faire ou mourir, et Grégor se jeta, ce qui arriverait, dans la porte. Un côté de son corps penché vers le haut, s'élevant à un angle quand il poussait en avant, grattant son flanc et laissant des taches laides derrière la porte blanche, et bientôt il était coincé, incapable de se déplacer seul. D'un côté, ses petites jambes balançaient tremblantes dans les airs, tandis que, de l'autre, ils étaient écrasés douloureusement sous lui. Son père lui donna alors une puissante poussée par derrière, un élan véritablement libérateur qui le fit voler, saignant abondamment, dans les recoins de sa chambre. La porte fut fermée à coups de bâton, et tout était enfin immobile. C'est seulement au crépuscule que Grégor se réveilla de son sommeil lourd et dérisoire. Il n'aurait probablement pas dormi beaucoup plus longtemps, même sans trouble, car il se sentait suffisamment reposé et rétabli, mais il lui semblait qu'il avait été réveillé par un pas fugace et la fermeture prudente de la porte du vestibule. La lueur pâle des lampadaires électriques touchait ici et là le plafond et les bords supérieurs du mobilier, mais tout était sombre là où gisait Grégor. Lentement, tâtonnant maladroitement avec ses antennes, qu'il commençait seulement à apprécier, il se traîna vers la porte, voulant voir ce qui s'était passé. Son côté gauche ressemblait à une longue cicatrice qui se contractait de façon désagréable, et il a été forcé de boiter sur ses deux rangées de jambes. Une de ses petites jambes, soit dit en passant, avait subi des blessures graves au cours des événements du matin. C'était presque miraculeux que l'on n'en ait blessé qu'une seule, et maintenant traînait sans vie derrière lui. Ce n'est qu'en arrivant à la porte qu'il s'est rendu compte de ce qu'il Y avait attiré. C'était l'odeur de quelque chose de comestible. Il y avait un bol rempli de lait sucré, dans lequel flottaient des petits morceaux de pain blanc. Il riait presque de joie, car sa faim était maintenant encore plus forte que le matin, et aussitôt il trembla la tête dans le lait presque jusqu'aux yeux. Mais il le désapprouva rapidement. Ce n'était pas seulement que manger était difficile grâce à son côté gauche tendre, et il ne pouvait pas manger du tout sans que tout son corps soit saisi de manière exaspérante, mais au-delà, même si le lait avait toujours été sa boisson préférée, ce qui est sans doute la raison pour laquelle sa sœur lui en avait apporté. Maintenant, ça ne lui faisait plus du tout bon goût, c'était même presque avec répulsion qu'il se détourna du bol et rampa vers le centre de la pièce. Dans le salon, comme Grégor voyait à travers la fissure, le gaz était allumé, mais alors que son père aimait lire à haute voix, à cette heure-là, du journal de l'après-midi à la mère de Grégor et parfois aussi à sa sœur, avec une voix dramatique, il n'y avait plus rien à entendre. Eh bien, peut-être cette lecture habituelle à haute voix que sa sœur lui avait souvent racontée et écrite, était récemment tombée en désuétude. Mais même dans les autres pièces, tout était si calme, même si l'appartement n'était certainement pas vide. Quelle vie tranquille ma famille a menée, se dit Grégor, et alors qu'il regardait fixement dans l'obscurité devant lui, il était très fier d'avoir pu donner à ses parents et sa sœur une vie comme celle-ci dans un si bel appartement. Mais que se passerait-il si toute cette tranquillité,
Cette prospérité et ce contentement venaient à une fin horrible. Pour ne pas se perdre dans de telles contemplations, Grégor s'est mis en mouvement, rampant d'un bout à l'autre de la pièce. Une fois, au cours de cette longue soirée, l'une des portes latérales s'ouvrit d'une petite fissure et se referma rapidement, et l'autre aussi. Quelqu'un devait avoir ressenti le besoin d'entrer et a été alors vaincu par des appréhensions. Grégor se tenait maintenant juste devant la porte du salon, déterminé à convaincre le visiteur hésitant d'entrer ou au moins de découvrir qui c'était. Mais la porte ne s'ouvrit pas de nouveau, et Grégor attendit en vain. Avant, quand toutes les portes étaient verrouillées, tout le monde essayait d'entrer. Et maintenant qu'il avait ouvert une porte et que les autres avaient été ouvertes pendant la journée, personne ne venait, et les clés se bloquaient dans leur serrure de l'extérieur. Il était tard la nuit au moment où la lumière du salon s'éteignait, et il était maintenant facile de déterminer que les parents et la sœur de Grégor étaient restés éveillés tout ce temps-là, car on pouvait clairement entendre les trois partir sur la pointe des pieds. Il était peu probable que quelqu'un entre dans la chambre de Grégor avant le matin. Il avait donc tout le temps de réfléchir à la meilleure façon de réorganiser sa vie. Mais cette autre pièce ouverte où il était contraint de s'allonger à plat sur le plancher l'affligeait, sans qu'il puisse en déterminer la cause. Après tout, c'était sa chambre, dans laquelle il vivait depuis 5 ans maintenant. Et avec un mouvement à moitié inconscient, et non sans une pincée de honte, il se glissa sous le canapé. Ou même si son dos était un peu étroit et qu'il ne pouvait plus lever la tête, il se sentait tout de suite chez lui. Seul regret étant que son corps était trop large pour être entièrement logé sous ce meuble. Il resta là toute la nuit, qu'il passa à tour de rôle à somnoler, bien que sa faim le réveillait encore et encore, et à méditer sur ses inquiétudes et ses espoirs indistincts, ce qui cependant conduisit à la conclusion que, pour l'instant, il devait se comporter avec calme et en faisant preuve de patience et d'une grande considération. Aider sa famille à supporter les inconvénients que son état actuel l'a inévitablement obligé à leur imposer. Tôt le lendemain matin déjà, sitôt qu'il faisait presque encore nuit, Grégor eut l'occasion de tester la force de ses résolutions qu'il avait prises, car du vestibule sa sœur, presque entièrement vêtue, ouvrit sa porte et jeta un regard inquiet dans la pièce. Elle ne le vit pas tout de suite, mais quand elle le vit sous le canapé, bon sang, il devait être quelque part. Ce n'est pas comme s'il avait pris l'avion. La vue l'inquiéta tellement qu'elle, incapable de se contrôler, claqua la porte de l'extérieur. Mais comme si elle regrettait cette conduite, elle ouvrit à nouveau aussitôt et entra, marchant sur la pointe des pieds comme si elle entrait dans la chambre d'un patient gravement malade ou même d'un étranger. Grégor, ayant glissé la tête juste sous le bord du canapé, l'observait. Verrait-elle qu'il avait laissé le lait debout, et non par manque de faim, et lui apporterait-elle quelque autre nourriture plus à son goût? Si elle ne le faisait pas de son propre chef, il mourrait de faim plutôt que d'appeler son attention sur ce fait. Bien qu'en fait il sentit une envie presque monstrueuse de s'éclipser sous le canapé, se jeter aux pieds de sa sœur et lui demander quelque chose de bon à manger. Mais sa sœur remarqua aussitôt avec surprise que le bol était encore plein, avec juste un peu de lait renversé sur le sol autour d'elle, et elle le ramassa tout de suite. Non pas à main nue, pour être sûr, mais avec un chiffon, et le porta hors de la pièce. Grégor était exceptionnellement curieux de voir ce qu'elle apporterait à sa place et réfléchit sur diverses possibilités. Mais jamais il n'aurait pu prédire ce que sa sœur, dans sa bonté, allait faire. Pour évaluer ses goûts, elle lui apporta tout un assortiment de produits alimentaires, le tout étalé sur un vieux journal. Il y avait des légumes vieux et à moitié pourris. Les os du souper de la famille, la veille, étaient couverts d'une sauce blanche gelée. Quelques raisins secs et amandes, un morceau de fromage que Grégor avait déclaré immangeable 2 jours auparavant, un morceau de pain sec, une tranche de pain beurré et une tranche de pain avec du beurre et du sel. En outre, elle plaça à côté de ce festin le bol qui avait apparemment été réservé une fois pour toutes à Grégor. Il était maintenant rempli d'eau, et par délicatesse, sachant que Grégor ne mangerait pas devant elle, elle se retira rapidement et tourna même la clé de la serrure pour que Grégor comprenne qu'il pouvait se faire à la maison. Les petites jambes de Grégor tourbillonnaient alors qu'il allait prendre son repas. Ses blessures, d'ailleurs, semblaient avoir entièrement guéri entre-temps, car il ne ressentait plus la moindre infirmité. Cela était étonnant. Depuis plus d'1 mois qu'il s'était coupé le doigt avec un couteau, et cette blessure avait encore été assez douloureuse avant-hier. Est-ce que je suis moins méticuleux qu'avant? Il pensait, déjà avidement sucer le fromage auquel il s'était immédiatement trouvé, inexorablement attiré, plus que n'importe quel autre objet. Rapidement, les yeux se déversant des larmes de satisfaction, il dévorait en rapide succession le fromage, les légumes et la sauce. La nourriture fraîche, par contre, ne lui avait pas bon goût. En fait, il ne pouvait même pas supporter l'odeur de celui-ci et ainsi traîna les choses qu'il désirait manger un peu d'un côté. Il avait fini depuis longtemps et se trouvait là où il était, indolent, quand sa sœur a lentement tourné la clé de la serrure pour lui faire signe de se retirer. Il s'est immédiatement mis à bouger, alors qu'il était sur le point de s'endormir, et il s'est précipité sous le canapé. Mais il lui en coûta beaucoup de rester là, même pour le peu de temps que sa sœur avait passé dans la chambre, car le copieux repas qu'il avait mangé avait fait gonfler son abdomen, et il pouvait à peine respirer dans son confinement. Entre les petites attaques de suffocation, il regardait avec des yeux légèrement proéminents alors que sa sœur, inconsciente, utilisait un balai pour balayer non seulement les restes de son repas, mais aussi la nourriture qu'il n'avait même pas touchée,
comme si ces objets n'étaient plus propres à la consommation. Elle a ensuite précipité tout dans un seau qu'elle a couvert avec un couvercle en bois avant de le transporter à nouveau hors de la pièce. Elle avait à peine tourné le dos que Grégor se tirait dessous le canapé, s'étirant et gonflant son corps. Ainsi Grégor recevait-il sa nourriture chaque jour, une fois le matin, quand ses parents et la servante dormaient encore, et la deuxième fois après que tout le monde avait mangé, car ses parents faisaient toujours une petite sieste par la suite, et sa sœur envoyait la bonne faire une course ou autre. Il ne voulait certainement pas que Grégor meure de faim non plus, mais il leur aurait peut-être été trop difficile d'expérimenter ces repas par des oui-dire, ou peut-être sa sœur voulait leur épargner même cette modeste peine, car le Seigneur sait qu'il souffrait suffisamment. Grégor n'apprit jamais sous quel prétexte le docteur et le serrurier avaient été renvoyés ce premier matin, car comme il ne pouvait être compris lui-même, personne, pas même sa sœur, ne se dit qu'il pouvait comprendre les autres, de sorte que lorsque sa sœur vint dans sa chambre, il devait se contenter d'entendre les soupirs qu'elle poussait de temps en temps et ses paroles de supplication adressées au saint. Ce n'est que plus tard, quand elle avait commencé à s'habituer à tout cela, bien qu'il soit évidemment impossible de s'habituer pleinement à des circonstances comme celle-ci, que Grégor entendait parfois une remarque qui était faite d'une manière amicale ou pouvait être interprétée comme telle. « Il a mis la main à la bonne aujourd'hui », disait-elle quand Grégor avait trouvé que la nourriture qu'elle lui laissait était particulièrement savoureuse, alors que dans le cas contraire, qui se faisait de plus en plus fréquent, elle avait l'habitude de dire presque avec tristesse « Cette fois, il n'a rien touché ». Mais, bien qu'aucune nouvelle ne parvienne directement à Grégor, il pouvait parfois entendre ceci et cela des chambres de chaque côté de la sienne, et dès qu'il entendait des voix, il courait immédiatement vers la porte en question et y appuyait tout son corps. Surtout dans les premiers jours, il y avait rarement une conversation qui ne se référait pas à lui d'une manière ou d'une autre, même indirectement. Pendant 2 jours, chaque repas était consacré à délibérer sur la façon dont la famille devrait maintenant se comporter. Mais même entre les repas, cette discussion continuait, car au moins 2 membres du ménage étaient présents en tout temps, puisqu'apparemment personne ne voulait rester seul à la maison, et bien sûr, laisser l'appartement sans surveillance était hors de question. De plus, la bonne était tombée à genoux devant la mère de Grégor le premier jour. On ne savait pas très bien ce qu'elle savait et combien de choses se passaient. En suppliant d'être libérée du service de la famille, et quand elle l'a quitté un quart d'heure plus tard, elle les remercia en larmes de l'avoir renvoyée, comme si c'était la plus grande bienveillance qu'elle eût jamais vécue de leurs mains, et sans que personne ne lui ait demandé cela, elle fit le serment solennel de ne rien révéler à personne. La sœur de Grégor était obligée de cuisiner en accord avec sa mère. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts, car personne ne mangeait beaucoup. Grégor entendait toujours l'un d'eux presser les autres de manger, toujours en vain, et jamais avec une autre réponse que « Merci, j'ai eu tout ce que je voulais » ou des mots similaires. Peut-être qu'ils n'ont rien bu non plus. Sovent lasser de Gregor demandait à son père il en volait pas beer, and Louis offrant affectueusement de la prendre elle-même, et quand elle n'y répondait pas, elle disait, volant le solager de tout scrupule, tu elle pouvait envoyer aussi la femme du porteur pour cela. Mais le père prononçait alors un grand non, et personne n'en parlait plus. Dès le premier jour, le père de Grégor expliqua les finances et les perspectives de la famille non seulement à sa mère, mais aussi à sa sœur. De temps en temps, il se levait de la table et, dans son petit coffre-fort de Vertem qu'il avait récupéré lorsque son entreprise s'était effondrée 5 ans auparavant, extrayait un reçu ou un cahier. On pouvait l'entendre ouvrir la serrure compliquée et la refermer après avoir retiré l'objet désiré. Ces explications de la part de son père comprenaient les premières nouvelles encourageantes que Grégor avait entendues depuis le début de sa captivité. Il avait eu l'impression que son père n'avait rien conservé des avoirs de son ancienne entreprise, ou du moins que son père n'avait jamais dit le contraire. Et certes, Grégor lui-même ne lui avait jamais posé la question. À l'époque, son seul souci avait été de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que la famille oublie le plus vite possible la catastrophe marchande qui les avait plongés tous dans un état de désespoir total. Et ainsi, il s'était mis à travailler avec un zèle particulier et il est passé presque du jour au lendemain de petit commis à vendeur, dans la fonction où il avait bien sûr un tout autre potentiel de gain, et ses réalisations professionnelles, sous forme de commission, ont été immédiatement transformées en argent liquide qui pouvait être mis sur la table à la maison, sous les yeux de sa famille étonnée et ravie. Ce fut une belle époque, et jamais plus on n'en avait vu de pareil, du moins pas avec autant de gloire, bien que Grégor gagnât par la suite tellement d'argent qu'il put couvrir les dépenses de toute sa famille, ce qu'il fit. Tous s'étaient habitués à cet arrangement, pas seulement la famille mais aussi Grégor. Ils acceptèrent avec reconnaissance l'argent et il fut heureux de le lui fournir, mais l'échange ne se sentait plus particulièrement chaleureux. Seule la sœur de Grégor était restée auprès de lui tout ce temps-là, et son plan secret était de l'envoyer étudier au conservatoire l'année prochaine. Contrairement à Grégor, elle aimait beaucoup la musique et pouvait jouer du violon avec beaucoup d'émotion, malgré les coûts considérables que cela entraînerait sans doute. Des fonds qui pourraient certainement être apportés par d'autres moyens. Souvent, pendant les brèves périodes que Grégor passait en ville, le conservatoire apparaissait dans ses conversations avec sa sœur, mais seulement toujours comme un beau rêve dont la réalisation était impensable. Et leurs parents n'aimaient pas l'entendre même de cette manière inoffensive. Grégor réfléchissait à la question avec une grande détermination et avait l'intention de faire une annonce officielle le soir de Noël.
Des pensées comme celle-ci, totalement futiles dans son état actuel, passaient par sa tête alors qu'il se tenait contre la porte, à l'écoute. Parfois, l'épuisement général le rendait incapable d'écouter et il laissait sans soin sa tête heurter la porte. Mais il se tenait immédiatement la tête immobile, car même le faible son qu'il avait produit était entendu dans la pièce voisine, faire taire tout le monde. « Je me demande ce qu'il fait maintenant », disait son père après un certain temps, apparemment en face de la porte, et c'est seulement alors que la conversation interrompue reprenait. Grégor a maintenant appris, et il a bien appris. Son père avait tendance à se répéter dans ses explications, en partie parce qu'il était si longtemps que sa mère s'était préoccupée de telles questions, en partie parce que la mère de Grégor ne comprenait pas toujours tout la première fois, que malgré tout leur malheur, un petit nid, vraiment minuscule, leur restait encore d'avant, et qu'il avait même un peu grandi grâce à l'intérêt intact qui s'était accumulé entre-temps. En outre, l'argent que Grégor avait ramené chaque mois à la maison, il ne gardait jamais que quelques florins pour lui-même, n'était pas encore entièrement utilisé et s'était développé en un petit capital. Derrière sa porte, Grégor hocha la tête avec empressement, ravi de cette prudence et de cet économisme inattendu. Pour être sûr, il aurait pu utiliser cet excédent pour payer plus de dettes de son père avec son patron, et le jour où il aurait été en mesure de se départir de son poste n'aurait pas été presque aussi loin. Mais, en l'état actuel des choses, les arrangements de son père étaient sans doute pour le mieux. Cet argent n'était pas suffisant pour permettre à la famille de vivre des intérêts ou autre chose du genre. Il aurait pu être suffisant pour subvenir aux besoins de la famille pendant 1 an, 2 au plus, mais c'est tout ce qu'il y avait. Donc, en fait, c'était le genre de somme qu'on ne devrait pas toucher, une somme à mettre de côté en cas d'urgence. L'argent pour vivre aurait dû être gagné. Le père de Grégor était certes en bonne santé, mais il était vieux et n'avait pas travaillé depuis 5 ans, et il devait éviter de se surcharger. Au cours de ces 5 années, la première période de vacances de sa vie épuisante et pourtant infructueuse, il avait pris beaucoup de poids et maintenant il marchait en bégayant. Et la vieille mère de Grégor devait-elle maintenant garder un emploi? Malgré son asthme et le fait que c'était déjà un effort pour elle de traverser d'un bout à l'autre de l'appartement, raison pour laquelle elle passait chaque 2e jour à halter sur le canapé près de la fenêtre ouverte, et sa sœur, cette petite fille de 17 ans dont personne ne lui en voulait, allait travailler. Elle s'habillait bien, dormait tard, aidait à la maison, participait à quelques petits divertissements, et surtout jouait du violon. Chaque fois que la famille venait parler de la nécessité de quelqu'un pour gagner de l'argent, Grégor laissait aller la porte et se jetait sur le canapé en cuir frais à côté d'elle, brûlant de honte et de chagrin. Sovent, Illinois restate la tout la long nuit, any dormait pas un instant, et s'y frottent à urs contre le cuir. Ou, ne se soustrayant pas à l'effort qui lui en coûtait pour pousser un fauteuil vers la fenêtre, il montait sur le seuil, appuyé dans le fauteuil, s'appuyait contre la fenêtre, apparemment perdu dans une sorte de rêverie de la façon dont il avait toujours trouvé libérateur de regarder dehors. Car en vérité, il voyait même les objets qui étaient tout près de lui de moins en moins clairement au fil des jours. L'hôpital d'en face, dont il avait trop longtemps dénigré la vue, n'était plus visible pour lui. Et s'il n'avait pas su parfaitement bien qu'il était un habitant de la Charlottenstrasse, une rue tranquille mais parfaitement urbaine, il aurait pu imaginer qu'il regardait par sa fenêtre un désert dans lequel le ciel gris et la terre grise étaient indissociablement unis. Sa sœur attentive n'avait à voir le fauteuil debout près de la fenêtre que 2 fois avant de le pousser à sa place chaque fois qu'elle nettoyait sa chambre. En fait, elle commençait même à laisser ouverte la ceinture intérieure de la fenêtre. Si seulement Grégor avait pu parler à sa sœur et la remercier pour tout ce qu'elle était obligée de faire pour lui, il aurait trouvé ses services plus faciles à supporter, car il souffrait sous eux. Sa sœur, certes, fit tout ce qu'elle put pour cacher la maladresse de la situation, et plus le temps passait, mieux elle réussissait, bien sûr, mais Grégor en vint à voir tout cela de plus en plus clairement. Même la façon dont elle a fait son entrée lui a agité les nerfs. Dès qu'elle entrait, sans même s'arrêter pour fermer la porte, bien qu'elle se soit toujours efforcée de protéger les autres de la vue de la chambre de Grégor, elle courait tout de suite à la fenêtre et l'ouvrait avec des mains hâtives comme si elle était sur le point d'étouffer, rester debout, même s'il fait froid, à avaler dans l'air. Toutes ces courses et cette raclée étaient infligées à Grégor 2 fois par jour. Il tremblerait sous le canapé, sachant douloureusement qu'elle lui aurait sans doute épargné de bon gré ce dérangement si elle pouvait supporter d'être dans la même pièce que Grégor avec la fenêtre fermée. Une fois, il devait s'être passé 1 mois depuis la métamorphose de Grégor, et il n'y avait donc pas lieu que sa sœur soit effrayée par son apparence. Elle entra dans sa chambre un peu plus tôt que d'habitude et le découvrit, immobile et debout comme pour un effet horrible, regardé par la fenêtre. Grégor n'aurait pas trouvé surprenant qu'elle ait choisi de ne pas entrer, puisque sa position l'empêchait d'ouvrir la fenêtre tout de suite, mais elle ne s'est pas juste abstenue. Elle a commencé à s'inquiéter et à fermer la porte. Un étranger aurait pu penser que Grégor était couché sur le cul. Je veux la mordre. Grégor s'en alla naturellement se cacher sous le canapé, mais il dut attendre là jusqu'à midi avant que sa sœur ne revienne, et elle paraissait beaucoup plus agitée qu'à l'accoutumée. Il comprit que son apparence lui était encore insupportable et qu'elle le resterait, et qu'elle devait sans doute se battre pour ne pas s'enfuir à la vue de la moindre partie de son corps qui émergeait sous le canapé. Pour lui épargner même cette vue, il porta un jour le drap de lit sur son dos, sur le canapé, et, 4 heures de travail, il arrangea de telle sorte qu'il était maintenant complètement couvert.
que sa sœur ne pouvait pas le voir, même si elle se penchait. Si elle avait jugé la feuille inutile, elle aurait pu la retirer, puisqu'il était clair qu'on ne pouvait pas considérer comme un plaisir pour Grégor de s'isoler complètement, mais elle a laissé la feuille où elle se trouvait. Et Grégor a même pensé qu'il avait aperçu un regard reconnaissant quand à un moment, il a soigneusement soulevé le drap juste un peu avec sa tête pour voir comment sa sœur aimait le nouvel arrangement. Pendant les 2 premières semaines, les parents de Grégor ne purent entrer dans sa chambre et il lui arrivait souvent d'entendre leur sincère appréciation des travaux de sa sœur, alors qu'auparavant il s'était souvent ennuyé d'elle, car elle leur avait semblé une fille plutôt inutile. Mais maintenant, les deux, père et mère, attendaient souvent juste devant la porte de Grégor pendant que sa sœur ranguait sa chambre. Et dès qu'elle sortait, elle devait donner un rapport complet sur ce à quoi ressemblaient les choses dans la pièce, ce que Grégor avait mangé, comment il s'était comporté cette fois-là, et si une amélioration modeste pourrait être observée. Sa mère, d'ailleurs, avait voulu lui rendre visite assez tôt, mais son père et sa sœur l'avaient retenu, faisant appel à la première fois à son sens de la raison, alors que Grégor écoutait avec attention, approuvant de tout cœur. Mais plus tard, elle a dû être retenue par la force et quand elle s'est mise à crier « Laissez-moi aller voir Grégor, c'est mon malheureux fils. Ne comprenez-vous pas que je dois aller le voir ?» Alors Grégor se dit qu'il serait peut-être bon que sa mère lui rende visite, non pas tous les jours bien sûr, mais peut-être une fois par semaine. Après tout, elle avait une bien meilleure compréhension des choses que sa sœur qui, malgré son courage, était encore une enfant et, quand cela arriva, n'avait peut-être entrepris cette tâche difficile que par frivolité enfantine. Le souhait de Grégor de voir sa mère se réalisait. Pendant la journée, Grégor évitait de se montrer à la fenêtre, ne serait-ce que par considération pour ses parents, mais il n'y avait pas beaucoup de rampements qu'il pouvait faire dans les quelques mètres carrés d'espace que le plancher fournissait. S'allongeant encore était déjà difficile à supporter pendant la nuit. Manger avait bientôt cessé de lui donner le moindre plaisir, et pour se détourner de la table, il prit l'habitude de ramper d'avant en arrière sur les murs et le plafond. Il aimait particulièrement être suspendu au plafond, au-dessus de la pièce. C'était complètement différent de se trouver par terre. On pouvait respirer plus librement là. Un mouvement doux et ondulant berçait le corps. Et dans l'absentéisme presque heureux que Grégor éprouvait, il pouvait arriver, à son propre étonnement, qu'il lâche prise et s'écrase au sol. Mais maintenant, bien sûr, il avait son corps beaucoup mieux sous contrôle qu'auparavant, et même une chute aussi grande que celle-ci ne lui faisait aucun mal. Sa sœur remarqua immédiatement le nouveau divertissement que Grégor avait conçu pour lui-même, ses pérégrinations laissant des traces collantes ici et là, et elle se mit en tête de permettre à Grégor de s'étendre le plus possible en enlevant les meubles qui l'empêchaient mouvement, surtout la garde-robe et le bureau. Mais elle ne pouvait le faire seule. Elle n'osait pas demander l'aide de son père. La femme de chambre ne l'aurait certainement pas aidée, car cette fille d'accent grave peu près 16 ans, bien qu'elle eût courageusement demeuré dans la maison après le départ de l'ancien cuisinier, avait demandé en même temps le privilège de garder la cuisine fermée à clé et d'ouvrir la porte seulement sur demande particulière. Et ainsi la sœur n'avait pas d'autre choix que de convoquer sa mère un jour quand son père était sorti. La mère arriva avec des exclamations de joie fébrile, mais se taisit à la porte de la chambre de Grégor. Au début, bien sûr, la sœur de Grégor vérifia pour confirmer que tout était comme il se doit dans la pièce. Ce n'est qu'alors qu'elle permit à sa mère d'entrer. Grégor avait tiré le drap plus bas et en pli plus lâche, avec la plus grande hâte, de sorte qu'il semblait vraiment qu'un drap de lit venait d'être jeté par-dessus le canapé. Il s'est aussi abstenu de regarder sous le drap cette fois-ci. Pour l'instant, il se serait résigné à ne pas voir sa mère et se contenterait d'être heureux qu'elle soit venue. « Ça va, entrez, vous ne le verrez pas », dit la sœur de Grégor, qui semblait mener sa mère par la main. Grégor entendit maintenant les bruits de ces deux femmes faibles qui luttaient avec cette vieille garde-robe en fait assez lourde, sa sœur revendiquant la majeure partie du travail, n'écoutant pas les avertissements de sa mère, qui avait peur qu'elle se surchargeait. Cela a pris beaucoup de temps. Après peut-être un quart d'heure de travail, la mère de Grégor leur dit qu'il devait laisser le placard où il était. En premier lieu, il était trop lourd. Il ne finirait pas avant que le père de Grégor soit rentré à la maison, et en laissant le placard au milieu de la pièce, ils empêcheraient Grégor de bouger et deuxièmement, il n'était même pas clair qu'il lui faisait une faveur en prenant les meubles. Il lui semblait que c'était le contraire. La vue du mur vide l'accablait positivement. Et pourquoi Grégor ne ressentirait-il pas ce même sentiment? Puisqu'il avait été longtemps habitué à voir ces meubles autour de lui, n'aurait-il pas senti qu'il était abandonné dans une pièce vidée? Et n'est-ce pas comme si, conclut sa mère à voix basse. En fait, elle avait murmuré tout le temps, comme si elle voulait éviter de laisser Grégor, dont elle ne savait pas exactement où il se trouvait, entendre autant que le son de sa voix, parce qu'elle était convaincue qu'il ne pouvait pas comprendre ses mots. Et n'est-ce pas comme si, en enlevant les meubles, nous montrerions que nous abandonnons tout espoir de guérison et que nous l'abandonnons impitoyablement à ses propres moyens? Je pense qu'il serait préférable de garder la salle dans le même état que précédemment, afin que lorsque Grégor reviendra chez nous, il ne trouve rien qui ait changé, ce qui lui permettra d'oublier plus facilement tout ce qui s'est passé entre-temps. En entendant les paroles de sa mère, Grégor s'est rendu compte que l'absence de toute adresse humaine directe, combinée à la monotonie de la vie au milieu de sa famille, devait brouiller sa compréhension au cours de ces 2 mois.
car il ne pouvait s'expliquer autrement comment il aurait pu sérieusement souhaiter que sa chambre soit vidée. Voulait-il vraiment que cette pièce chaude, confortablement meublée de reliques familiales, se transforme en une caverne ou en un repère où, pour être sûr, il pourrait ramper sans entrave dans toutes les directions, mais au prix d'oublier rapidement et complètement son passé humain? Il était déjà au bord de l'oubli, et seule la voix de sa mère, qu'il avait été si longtemps sans entendre, l'avait éveillé. Rien ne devait être enlevé. Tout doit rester. Il n'était pas disposé à renoncer à la bonne influence que ce meuble avait sur son état. Et si le meuble lui interférait de pratiquer cette rampante sans raison, cela n'était en aucun cas à son détriment. En fait, c'était un grand avantage. Malheureusement, sa sœur avait une opinion différente. Elle avait pris l'habitude, pas sans raison, c'est sûr, de se présenter comme la maîtresse d'un savoir particulier lorsqu'elle discutait de Grégor avec ses parents. Et ainsi, l'avis de sa mère était maintenant une raison suffisante pour qu'elle insiste sur le retrait non seulement du vestiaire et du bureau, comme elle l'avait initialement prévu, mais de chaque pièce de mobilier, à l'exception du canapé indispensable. Naturellement, ce n'était pas simplement une insubordination enfantine et la confiance en soi qu'elle avait si inopinément acquise ces dernières semaines qui l'avait conduite à cette demande. Elle avait en fait observé que Grégor avait besoin de beaucoup d'espace pour ramper, alors que, autant qu'on puisse voir, il n'a pas utilisé les meubles. Mais peut-être l'imagination fantaisiste d'une fille de son âge joue elle aussi un rôle. Une sensibilité toujours à la recherche de sa propre satisfaction, et que Grete lui permettait maintenant de persuader de rendre la situation de Grégor encore plus horrible qu'auparavant, afin de pouvoir faire encore plus pour lui qu'elle ne l'avait fait jusqu'à présent. Car une pièce dans laquelle Grégor avait le contrôle exclusif sur les murs vides était un endroit où personne d'autre que Grete n'oserait jamais mettre les pieds. Et ainsi elle tint ferme sa résolution malgré les protestations de sa mère, qui paraissait troublée jusqu'à l'indécision même par la pièce dans son état actuel. Elle se taisit bientôt et aida la sœur de Grégor à enlever le placard du mieux qu'elle put. Eh bien, la garde-robe était quelque chose dont Grégor pouvait se passer si nécessaire, mais le bureau devait certainement rester. Et aussitôt que les femmes quittèrent la chambre avec le cabinet, gémissant comme elle s'appuyait sur son poids, Grégor sortit la tête de sous le canapé pour voir comment il pourrait intervenir, aussi prudemment et aussi soigneusement que possible. Mais malheureusement, sa mère fut la première à revenir alors que Grete était encore dans la pièce voisine, tenant l'armoire dans ses bras et la balançant d'avant en arrière par elle-même. Sans, bien sûr, le déplacer de l'endroit. Mais la mère de Grégor n'était pas habituée à son apparence, elle aurait pu être malade pour le voir, et Grégor, alarmé, se retira aussi vite qu'il le put jusqu'au bout du canapé, mais il était trop tard pour empêcher que le bord avant du drap ne bouge un peu. Cela a suffi à attirer l'attention de sa mère. Elle est morte d'étonnement, s'est figée un instant, puis est retournée là où se trouvait Grete. Bien que Grégor se disait qu'il ne se passait rien d'extraordinaire, que quelques bouts de meubles étaient déplacés, il fut bientôt forcé d'admettre que tout ce va-et-vient des femmes, leurs petites exclamations, les meubles qui frôlaient le sol, avaient l'effet combiné d'un tumulte qui s'intensifiait tout autour de lui. Et peu importe à quel point il serrait la tête et les jambes et pressait son corps contre le sol, il fut bientôt forcé de considérer qu'il ne serait pas en mesure de supporter cela beaucoup plus longtemps. Il nettoyait sa chambre, lui enlevant tout ce qui lui était cher. Ils avaient déjà enlevé le meuble dans lequel se trouvait sa scie et d'autres outils. Et maintenant il débloquait le bureau qui s'était solidement enfoncé dans les planches, ce bureau où il avait écrit ses devoirs à l'école de commerce, et même en tant qu'élève d'une école secondaire ou même d'une école primaire. Vraiment, il n'y avait pas le temps de sonder les bonnes intentions de ces deux femmes dont il avait presque oublié, soit dit en passant, l'existence, car leur épuisement les faisait travailler en silence, et on n'entendait que leur pas lourd. Et il s'est alors échappé de sa cachette, les femmes de la pièce voisine se penchaient sur le bureau pour reprendre leur souffle, changeant de direction 4 fois au cours de ses courses, car il ne savait vraiment pas quoi sauver d'abord, mais puis ses yeux se sont éclairés sur l'image de la dame vêtue de fourrure. Il se tenait debout sur le mur vide, et s'y dirigea rapidement en appuyant contre le verre qui lui était collé, agréablement frais contre son ventre chaud. Au moins cette image, que le corps de Grégor avait maintenant complètement couverte, était absolument certaine qu'elle ne lui serait pas enlevée. Il tourna la tête vers la porte du salon pour observer les femmes à leur retour. Il ne s'était pas du tout reposé et était déjà en chemin de retour. Grete avait enroulé un bras autour de sa mère et était sur le point de la porteur. « Alors, que devons-nous prendre ensuite ?» dit Grete en regardant autour d'elle, puis ses yeux se sont heurtés à ceux de Grégor, qui s'accrochait au mur. Ce n'est sans doute que par la présence de sa mère qu'elle a gardé son calme. Inclinant le visage vers sa mère pour l'empêcher de regarder ailleurs, elle dit, pressée et tremblante, « C'est sûr, retournons un instant dans le salon. Voulez-vous » Les intentions de Grete étaient parfaitement claires pour Grégor. Elle voulait mettre leur mère à l'abri et le chasser du mur. Eh bien, quel essai! Il était assis là sur sa photo et ne voulait pas la donner. Il lui sautait plutôt au visage. Mais les paroles de Grete réussirent à déconcerter encore plus sa mère. En faisant un pas sur le côté, elle vit l'énorme tache brune du papier peint fleuri. Et avant même qu'elle fût capable de se rendre compte que ce qu'elle voyait était Grégor, elle s'écria d'une voix rauque et hurlante « Oh, mon Dieu !» Et retombant sur le canapé, ses bras écartés comme si elle abandonnait tout, et se tenait là sans bouger. « Grégor !» Sa sœur cria,
levant le poing d'un regard menaçant. C'était la première fois qu'elle s'adressait à lui directement depuis sa métamorphose. Elle courut dans la pièce voisine pour aller chercher une sorte d'essence qui pourrait être utilisée pour réveiller sa mère de son évanouissement. Grégor voulut aider aussi. Il y aurait assez de temps pour sauver l'image plus tard, mais il se cramponna au verre et dut s'arracher par la force. Il courut aussi dans la pièce voisine comme s'il pouvait donner à sa sœur des conseils, comme autrefois. Mais alors il ne put que rester derrière elle, comme si elle fouillait parmi les petites bouteilles et qu'elle se retournait en l'effrayant. Une bouteille s'est envolée et s'est brisée. Un éclat de verre a éraflé le visage de Grégor, et une sorte de médicament corrosif l'a englouti. Sans plus tarder, Grethe a pris autant de bouteilles qu'elle pouvait tenir et les a emportées en courant vers sa mère, claquant la porte derrière elle avec son pied. Grégor était maintenant coupé de sa mère, qui était peut-être au bord de la mort, dont il était lui-même à blâmer. Il ne pouvait ouvrir la porte s'il ne voulait pas chasser sa sœur, qui devait rester là avec sa mère. Il n'avait rien d'autre à faire qu'attendre. Et tourmenté par ses soucis et son autodédain, il se mit à ramper sur tout. Les murs, les meubles, le plafond, et enfin dans son désespoir, alors que la pièce entière commençait à tourner autour de lui, il tomba en plein milieu de la grande table. Un peu de temps s'écoula. Grégor était là, épuisé, et tout autour de lui était encore, peut-être un bon signe. Puis la cloche sonna. La bonne était naturellement enfermée dans sa cuisine et Grethe a dû ouvrir la porte. Leur père était de retour. Que s'est-il passé? Ce furent ses premiers mots. Le regard de Grethe ne fit aucun doute. La voix de Grethe, lorsqu'elle a répondu, était étouffée. Apparemment, elle appuyait son visage contre sa poitrine. Mère s'est évanouie, mais elle va déjà mieux. Grégor s'est échappé. C'est exactement ce que je m'attendais à entendre, dit le père. Je n'arrêtais pas de vous le dire, mais vous les femmes avez refusé d'écouter. Grégor savait que son père avait mal interprété la déclaration de Grethe, trop brève pour le considérer coupable d'un acte de violence. Il incombait donc à Grégor de tenter de pacifier son père, car il lui manquait le temps et les moyens pour l'éclairer. Dans cet esprit, il s'enfuit vers la porte de sa chambre et s'y pressa contre lui, de sorte que dès que son père entrerait dans le salon par le vestibule, il verrait que Grégor avait tout à fait l'intention de retourner immédiatement dans sa chambre, qu'il était inutile de le ramener à l'intérieur, et qu'il suffisait d'ouvrir la porte pour qu'il disparaisse aussitôt. Mais son père n'était pas d'humeur à prendre note des subtilités. « Ah !» il s'écria en entrant, dans un ton qui suggérait qu'il était à la fois furieux et heureux. Grégor a retiré sa tête de la porte et l'a tournée vers son père. Il ne s'attendait pas vraiment à voir son père se tenir debout devant lui, mais la nouveauté de ramper l'avait bien distrait de prêter autant d'attention qu'auparavant aux affaires du reste de l'appartement, et il aurait vraiment dû être préparé à trouver un ensemble de circonstances différentes. Même si, était-ce encore son père? Le même homme qui, fatigué, était enseveli dans son lit quand Grégor partait en voyage d'affaires, qu'il accueillait le soir de son retour assis dans un fauteuil dans sa chemise de nuit, qui, incapable de se lever, ne faisait que lever les bras pour signifier sa joie. Et sur les rares promenades qu'il partageait encore, quelques dimanches chaque année et les jours fériés majeurs, se frayait entre Grégor et sa mère, qui marchaient déjà assez lentement, avançant un peu plus lentement qu'eux, emmaillotés dans leurs vieux manteaux. Toujours avec sa canne qui avance prudemment et s'arrête, presque invariablement, pour rassembler ses compagnons autour de lui chaque fois qu'il a quelque chose à dire, maintenant il se tenait debout, bien droit, vêtu d'un uniforme bleu élégant avec des boutons dorés du genre de ceux que portent les porteurs dans les établissements bancaires. Au-dessus du col haut et raide de la veste, son puissant double menton déployé. Sous ses sourcils touffus, ses yeux noirs se dressaient avec acuité et attention. Ses cheveux blancs, autrefois déchiquetés, avaient été minutieusement peignés et fendus jusqu'à ce qu'ils brillent. Il jeta sa casquette, sur laquelle était apposé un monogramme doré, probablement celui d'une banque, dans toute la pièce en large arc pour atterrir sur le canapé, puis s'avança grimacé vers Grégor avec les bouts de sa longue veste uniforme retroussés et ses mains dans les poches du pantalon. Il ne savait probablement pas lui-même ce qu'il avait l'intention de faire. En tout cas, il élevait chaque pied d'une hauteur inhabituelle, et Grégor s'émerveillait devant les dimensions gigantesques de ses semelles. Mais il ne perdit pas de temps sur eux, ayant appris dès le premier jour de sa nouvelle vie que son père ne considérait comme approprié pour lui que la plus grande sévérité. Et ainsi il s'enfuit de son père, hésitant chaque fois que son père s'arrêtait, puis se précipitant à nouveau dès qu'il se mettait en mouvement. Ils ont fait plusieurs fois le tour de la salle sans que rien ne se produise de décisif, et en effet, vu la lenteur à laquelle cette interaction se déroulait, sans même avoir l'apparence d'une poursuite. Pour cette raison, Grégor resta au niveau du plancher pour le moment, d'autant plus qu'il craignait que son père ne considère comme une méchanceté particulière de sa part s'il devait se réfugier sur les murs ou le plafond. Pour être sûr, il était forcé de réaliser qu'il ne serait pas capable de tenir même ce rythme pendant longtemps, puisque chaque fois que son père faisait un pas, il devait lui-même exécuter un certain nombre de mouvements. Un essoufflement commençait à s'installer. Même dans sa vie antérieure, ses poumons n'avaient pas été très fiables. Alors qu'il se glissait, réservant toute sa force pour ce vol continu, les yeux à peine ouverts, et ne pensant pas, dans son étonnement, qu'il pourrait y avoir d'autres moyens de se sauver que de courir sur le plancher.
En effet, il avait presque oublié qu'il avait aussi les murs à sa disposition, bien qu'ici, pour être sûr, ils étaient obstrués par des meubles délicatement sculptés pleins de déchiquetés, bords pointus. Tout à coup, quelque chose a volé vers le tapis à côté de lui, lâché avec désinvolture et roulé sur son chemin. C'était une pomme. Et déjà une seconde venait en volant après elle. Grégor, horrifié, s'arrêtait dans ses traces. Il n'y avait plus de raison de continuer à courir maintenant que son père avait décidé de le bombarder. Il avait rempli ses poches du bol de fruits sur le buffet et lançait maintenant pomme après pomme dans la direction de Grégor, pour l'instant ne se souciant même pas de prendre une cible particulière. Les petites pommes rouges roulaient sur le sol comme électrifiées, se frappant entre elles. Une pomme légèrement éjectée frôla le dos de Grégor et glissa à nouveau sans danger. Mais il fut immédiatement suivi par un autre qui s'enfonça dans son dos. Grégor essaya de se traîner en avant, comme si cette douleur soudaine et choquante pouvait disparaître avec un changement de place. Mais il se sentit cloué à l'endroit et s'effondra là, les jambes déployées, tous ses sens dans un état d'étourdissement total. Il n'aperçut qu'un dernier aperçu de la porte de sa chambre s'ouvrant, sa sœur hurlant et sa mère courant devant elle en chemise de nuit, car sa sœur avait déshabillé la femme inconsciente pour lui permettre de respirer plus librement. Alors il a vu sa mère se précipiter vers le côté de son père. Ses jupes dénouées glissant une par une autour de sa taille comme elle courait, l'a vue trébucher sur ses jupes comme elle se jeta à son père, et l'embrassant, en parfaite union avec lui. Mais maintenant la vision de Grégor commençait à le décevoir. Elle serrait les mains derrière la tête de son père et suppliait qu'il lui épargnait la vie. Trae. La grave blessure que Grégor avait reçue, qui le rongea pendant plus d'un mois. La pomme demeurait logée dans sa chair, souvenir visible, puisque personne n'osait l'enlever. Semblait rappeler même à son père que Grégor, malgré son actuelle lamentable forme répugnante, était un membre de la famille qui ne devait pas être traité comme un ennemi, car le devoir familial décrétait que les autres avalent le dégoût qu'il suscitait en eux et lui montrent la tolérance. Seule tolérance. Et même si cette blessure lui coûta une partie de sa mobilité, probablement pour le meilleur, et pour le moment il en exigea beaucoup, de nombreuses minutes pour se traîner comme un vieux malade, à ramper sur les murs, c'était hors de question, il fut compensé par ce qui lui semblait être un remplaçant parfaitement adéquat. Le soir approchant, la porte du salon, où il commencerait à garder un œil attentif une heure ou deux auparavant, serait toujours ouverte de façon à lui permettre, couché dans sa propre chambre sombre et invisible du salon, de regarder toute la famille assise à la table lumineuse et d'écouter leur conversation maintenant, en tant que telle, dans une capacité officiellement sanctionnée et donc très différente d'avant. Il ne s'agissait plus des conversations animées d'autrefois, auxquelles Grégor se rappelait avec un certain désir de plusieurs chambres d'hôtel étroites lorsqu'il était temps de se jeter, épuisé, dans la literie humide. Maintenant, tout était assez calme. Le père de Grégor s'endormait dans son fauteuil peu après le souper. Sa mère et sa sœur se réprimaient mutuellement à la silence. Sa mère, penchée bien en dessous de la lumière, couseuse des sous-vêtements de dame pour un magasin de robes. Sa sœur, qui avait pris un travail comme vendeuse. Je faisais de la sténographie et du français le soir pour pouvoir me mettre à un meilleur poste plus tard. Parfois, le père de Grégor se réveillait et, comme s'il n'avait pas conscience qu'il dormait, disait à sa mère « Depuis combien de temps couds-tu aujourd'hui encore ?» et puis retournait dormir, ce qui inciterait la mère et la sœur de Grégor à échanger des sourires fatigués. Dans une forme particulière d'entêtement, le père de Grégor refusait d'enlever l'uniforme de son portier même à la maison. Et pendant que sa chemise de nuit pendait inutilement sur son crochet, il dormait où il était assis, entièrement vêtu, comme s'il était toujours prêt à servir et qu'il attendait même ici l'appel de son superviseur. En conséquence, son uniforme, qui n'était pas nouveau au départ, perdit bientôt une grande partie de sa propreté, malgré les soins prodigués à lui par sa mère et sa sœur. Et Grégor regardait parfois pendant toute la soirée cette veste couverte de taches resplendissantes de boutons d'or, toujours très polie, dans lequel le vieil homme dormait dans un malaise considérable mais néanmoins profondément. Au moment où l'horloge sonnait 10, la mère de Grégor essayait de réveiller son père avec quelques mots silencieux et le persuadait ensuite d'aller se coucher, car il n'aurait pas dormi correctement assis ici. Et le sommeil était quelque chose dont le père de Grégor, qui devait se présenter au travail à 6 heures du matin, avait désespérément besoin. Mais, conformément à l'entêtement qu'il avait pris quand il a commencé à travailler comme portier, il insistait toujours pour continuer à s'asseoir à la table, même s'il continuait à s'endormir, et c'est alors seulement avec le plus grand effort qu'il a pu être convaincu d'échanger un fauteuil contre un lit. La mère et la sœur de Grégor pouvaient persister dans leur petit serment aussi obstinément qu'ils le voulaient. Pendant un quart d'heure, il ne faisait que secouer lentement la tête, les yeux fermés, sans se lever. La mère de Grégor lui arrachait la manche, murmurant des mots à l'oreille, et sa sœur mettait ses études de côté pour venir en aide à sa mère, mais sans succès. Le père de Grégor ne s'est installé que plus profondément dans son fauteuil. Ce n'est que lorsque les femmes l'ont saisi sous les bras qu'il a ouvert les yeux, regardant tour à tour sa mère et sa sœur et disant « Quelle sorte de vie est-ce ? Est-ce la paix et le calme de mon âge ?» Alors, soutenu par les deux femmes, il se levait laborieusement, comme s'il recevait lui-même le poids de ce fardeau,
et laissait les femmes l'escorter jusqu'à la porte où il les chassait et continuait seul. Tandis que la mère de Grégor jetait précipitamment sa plume et sa sœur sa plume pour qu'ils puissent courir après lui afin de lui offrir une aide supplémentaire. La maison se réduisait toujours plus. La femme de chambre était maintenant libérée. Un géant osseux d'une femme de ménage aux cheveux blancs qui se frayait la tête passait le matin et le soir pour effectuer les travaux les plus lourds. Tout le reste était à la charge de la mère de Grégor, avec toutes ses coutures. Il arriva même que plusieurs bijoux qui avaient été dans la famille, les bijoux de la mère et de la sœur de Grégor s'étaient délectés de les porteurs lors des réceptions et des festivités, furent vendus, comme Grégor le découvrirait le soir où on discuterait du prix de chaque pièce apportée. Mais leur plus grand regret était toujours qu'ils ne pouvaient pas quitter cet appartement, qui était beaucoup trop grand pour leurs circonstances actuelles, puisque personne ne pouvait imaginer comment Grégor pourrait être déplacé. Mais Grégor a compris que ce n'était pas seulement par considération pour lui qu'un déménagement était exclu, puisqu'il aurait pu être transporté assez facilement dans une caisse de taille appropriée avec quelques trous d'aération. La principale chose qui empêchait la famille de déménager dans un nouvel appartement était leur sentiment complet de désespoir et la pensée qu'il avait été frappé par un malheur comme personne d'autre dans tout leur cercle de relations et d'amis n'avait jamais connu. Il répondait au mieux aux exigences du monde envers les pauvres. Le père de Grégor apportait le petit déjeuner pour les petits employés de la banque, sa mère se sacrifiait pour les sous-vêtements des étrangers, sa sœur courait derrière le comptoir de la boutique à l'ordre des clients, mais c'était leur seule force. Et la plaie dans le dos de Grégor recommençait à souffrir quand sa mère et sa sœur, ayant mis son père au lit, revenaient maintenant et, laissant leur travail là où il était, se blottissaient les uns contre les autres en serrant leurs joues ensemble. Quand la mère de Grégor, en faisant signe vers sa chambre, je disais « Ferme la porte, Grete ». Et quand Grégor fut de nouveau laissé dans le noir, alors que les deux femmes se mélangeaient à côté ou s'assieraient sans larmes, en regardant la table. Grégor passait ses nuits et ses jours presque entièrement sans dormir. Parfois il songeait à reprendre les affaires de la famille, comme il le faisait auparavant, la prochaine fois que sa porte s'ouvrait. Une fois de plus son patron et le directeur général apparaissaient devant ses yeux après tout ce temps, les commis et les apprentis, l'homme de main sourd, 2 ou 3 amis d'autres firmes, une femme de chambre d'un hôtel provincial, un doux spectre fugace, la vendeuse d'une mercerie qu'il avait courtisée avec ardeur mais trop lentement. Tous lui apparaissaient alors, entremêlés d'étrangers ou de gens déjà oubliés, mais au lieu de venir à son secours et à celui de sa famille, chacun d'eux était inapprochable. Et il se réjouissait quand il disparaissait. À d'autres moments, il n'était pas du tout dans l'état d'esprit de s'occuper de sa famille. Au lieu de cela, il était rempli de rage devant la façon dont on le soignait mal, et bien qu'il ne pouvait imaginer quoi que ce soit qu'il aurait aimé manger. Il a concocté un plan pour accéder au garde-manger et s'en servir lui-même, malgré son absence totale de faim, pour obtenir ce qui lui était dû. Sans se soucier de savoir comment elle pourrait donner un plaisir particulier à Grégor, sa sœur allait rapidement pousser dans sa chambre des aliments choisis au hasard avec son pied sur le chemin du travail le matin ou à midi, pour les balayer encore la nuit avec un rapide coup de balai. Ne pas tenir compte si la nourriture n'avait été que légèrement grignotée ou, comme c'était le cas la plupart du temps, pas touchée. Régler la chambre de Grégor, tâche qu'elle avait maintenant réservée pour le soir, ne pouvait pas être plus superficiellement. De grandes stries de saleté s'étendaient sur les murs, avec des boules de poussière et de déchets éparpillés. Au début, quand la sœur de Grégor entrait dans sa chambre, il se plaçait dans des coins particulièrement indicatifs de ce problème, pour lui reprocher, pour ainsi dire, sa présence là. Mais il aurait pu passer des semaines entières assis là sans que sa sœur ne s'améliore. Après tout, elle voyait la saleté aussi clairement que lui, mais avait décidé de la laisser. En même temps, avec une sensibilité nouvelle chez elle, qui avait maintenant pris le contrôle de la famille dans son ensemble, elle était sur ses gardes pour s'assurer que la tâche de ranger la chambre de Grégor lui était réservée. Une fois que la mère de Grégor avait soumis sa chambre à un nettoyage minutieux, qu'elle n'accomplit qu'après avoir utilisé plusieurs seaux d'eau, il est vrai que toute cette humidité était elle-même un affront pour Grégor, qui s'étendait amer et immobile sur le canapé, mais sa mère n'échappa pas à la punition. Car, à peine sa sœur avait-elle remarqué le changement dans la chambre de Grégor ce soir-là qu'elle courut dans le salon, gravement insultée et ignorant les mains élevées par sa mère, elle se mit à pleurer si violemment que ses parents, son père s'éveillait naturellement de sa chaise, se tenait d'abord impuissant et étonné, jusqu'à ce qu'ils se fussent aussi agités. Sur la droite, le père de Grégor reprochait à sa mère de ne pas avoir laissé à sa sœur le ménage de la chambre de Grégor. Tandis qu'à gauche, il criait à la sœur de Grégor, menaçant qu'elle ne serait plus jamais autorisée à nettoyer la chambre de Grégor, alors que sa mère tentait de traîner son père, maintenant si agité qu'il se reconnaissait à peine dans la chambre. La sœur de Grégor, elle secouait de sanglots, tapait la table avec ses petits poings. Et Grégor siffla fort en fureur parce qu'il n'était venu à personne de fermer la porte de sa chambre pour lui épargner cette vue et ce tumulte. Mais même si la sœur de Grégor, épuisée par son travail professionnel, avait eu assez de prendre soin de lui comme elle l'avait fait auparavant, il n'y avait absolument aucun besoin que sa mère lui prenne le relais et Grégor ne devait pas avoir été négligé. Pour l'instant, la femme de ménage était là. Cette vieille veuve, qui avait vu et survécu au pire dans sa longue vie avec l'aide de ses os robustes,
ne ressentait pas une répulsion particulière envers Grégor. Sans être du tout curieuse, elle avait une fois eu la chance d'ouvrir la porte de sa chambre et, voyant Grégor qui avait commencé à courir en arrière alors que personne ne le poursuivait, elle se tenait là, les yeux étonnés, les mains serrées sur ses genoux. Depuis, elle n'a jamais manqué d'ouvrir la porte un instant pour le voir. Au début, elle l'appelait vers elle et lui disait des choses qui devaient probablement paraître amicales, comme « Eh, viens ici, vieux bousier » ou « Regardez le vieux bousier ». Ainsi adressé, Grégor ne donna aucune réponse mais resta là où il était, immobile, comme si la porte n'avait jamais été ouverte. Si seulement cette femme de ménage, au lieu d'être autorisée à le déranger inutilement à sa guise, avait reçu des instructions pour nettoyer sa chambre quotidiennement. Un jour, tôt le matin, une forte pluie, qui semblait déjà présager le printemps à venir, battait contre les vitres. Grégor devint si furieux quand la femme de ménage se leva de nouveau avec ses blagues qu'il se tourna vers elle comme pour l'attaquer, certes lentement et décrépit. Mais au lieu d'être effrayée, la femme de ménage a simplement pris une chaise qui se trouvait à côté de la porte et l'a tenue haute dans les airs. Et comme elle était là, sa bouche grande ouverte, son intention était claire. Ne refermez plus sa bouche jusqu'à ce que la chaise dans sa main se soit écrasée sur le dos de Grégor. « Ah chat, c'est tout ce qu'on peut dire » demanda-t-elle alors que Grégor se retournait à nouveau et plaçait calmement la chaise dans son coin. Grégor ne mangeait presque plus rien. Seulement s'il passait par hasard devant la nourriture qui lui avait été préparée, pourrait-il prendre une bouchée de quelque chose dans sa bouche, où il la garderait pendant des heures et la recracherait plus tard. Au début, il pensait que c'était son chagrin de l'état de sa chambre qui l'empêchait de manger, mais en fait il s'était résigné très vite au changement qu'elle y subissait. Tout le monde avait pris l'habitude d'utiliser sa chambre pour stocker des choses qui n'y avaient pas de place dans les autres parties de l'appartement, et maintenant il y avait beaucoup de telles choses, puisqu'une pièce de l'appartement avait été louée à 3 locataires. Ces messieurs solennels, tous les 3 barbus, comme le remarqua un jour Grégor en regardant par la porte, étaient scrupuleusement soucieux de tout ranger, non seulement dans leur chambre, mais aussi, puisqu'ils payaient maintenant le loyer ici, dans toute la maison, la cuisine en particulier. Ils ne pouvaient supporter la présence d'objets inutiles, et encore moins sales. De plus, ils avaient apporté avec eux la plupart de leurs propres meubles. Pour cette raison, beaucoup de choses étaient devenues superflues, des choses qui ne pouvaient pas être vendues, mais qui étaient encore trop précieuses pour être jetées. Tout cela a trouvé sa place dans la chambre de Grégor, tout comme le bac à cendres et le seau à ordures de la cuisine. La femme de chambre, toujours pressée, jetait tout simplement dans la chambre de Grégor tout objet inutilisable. Heureusement, Grégor ne voyait généralement que l'objet en question et la main qui le tenait. La femme de chambre avait peut-être l'intention à un moment donné, quand elle en eut l'occasion ou une minute libre, de venir chercher ces choses, ou bien de les jeter toutes d'un seul coup, mais comme elles restaient où elles étaient arrivées. Sauf que Grégor faisait son chemin à travers les ordures, le dérangeant d'abord par nécessité, puisqu'il n'y avait plus de place pour lui pour ramper, mais plus tard avec toujours plus de plaisir. Bien qu'après ses errements, qui le laissaient mortellement épuisé et triste, il passait des heures sans bouger. Comme les locataires prenaient parfois leur dîner chez eux dans le salon commun, la porte du salon restait fermée certains soirs, mais Grégor était heureux de renoncer à laisser la porte ouverte. En fait, même quand elle était ouverte, il ne pouvait pas en profiter et au lieu de cela, sans que sa famille le sache, serait resté couché dans le coin le plus sombre de sa chambre. Une fois, cependant, la femme de chambre avait laissé la porte du salon légèrement entr'ouverte, et elle restait entr'ouverte même lorsque les locataires sont entrés ce soir-là et ont allumé une lumière. Ils s'assirent à la tête de la table où, dans le passé, Grégor avait été assis avec son père et sa mère, déplièrent les serviettes et prirent leurs couteaux et leurs fourchettes. La mère de Grégor apparut aussitôt dans l'entrée avec un plat rempli de viande, et juste derrière elle vint sa sœur, portant une assiette pleine de pommes de terre. Une vapeur lourde s'est levée de la nourriture à la vapeur. Les locataires se penchèrent sur les plats qui avaient été placés devant eux, comme s'ils désiraient les inspecter avant de commencer leur repas. Et en fait, celui qui était assis au milieu et semblait être une figure d'autorité pour les 2 autres a coupé un morceau de viande juste là sur le plateau pour vérifier si elle était assez tendre et n'avait pas à être renvoyée à la cuisine. Il était satisfait, et la mère et la sœur de Grégor, qui avaient regardé nerveusement, souriaient maintenant avec soulagement. Les membres de la famille mangeaient eux-mêmes dans la cuisine. Néanmoins, le père de Grégor a visité le salon sur son chemin vers la cuisine et avec un seul arc, chapeau à la main, a fait un tour autour de la table. Les locataires se levèrent tous de leur siège et marmonnèrent dans leur barbe. Laissés à nouveau seuls, ils mangeaient dans un silence presque parfait. Il frappa Grégor comme étant particulier que parmi tous les divers sons de ce repas, on pouvait aussi distinguer leurs dents qui grincent, comme pour démontrer à Grégor qu'une personne a besoin de dents pour manger et que même la plus belle mâchoire, si elle est sans dents, ne peut rien accomplir. « J'ai faim », se dit Grégor avec tristesse, mais pas pour ces choses. Regardez ces locataires qui se nourrissent pendant que je m'évanouis. Ce soir même, Grégor ne se souvenait pas avoir entendu le violon d'une seule fois pendant tout ce temps-là. On entendait son bruit venant de la cuisine. Les locataires avaient déjà fini leur repas du soir. Celui au milieu avait sorti un journal, donnant à chacun une page, et maintenant les 3 lisaient,
penchés sur leurs chaises et fumant. Quand le violon a commencé à jouer, leur intérêt a été piqué. Ils se sont levés de leurs chaises et ont couru sur la pointe des pieds jusqu'à l'entrée menant au vestibule, où ils se tenaient en groupe serré. Les sons de cette activité ont dû se propager jusqu'à la cuisine, car le père de Grégor s'écria alors « Est-ce que ces messieurs sont dérangés par ce jeu ?» Il peut être mis au silence immédiatement. « Au contraire, dit celui du milieu, la jeune femme voudrait-elle se joindre à nous et jouer ici dans le salon, où il est beaucoup plus confortable et agréable. »« Pourquoi, bien sûr !» s'écria le père de Grégor, comme si c'était lui le violoniste. Les messieurs retournèrent dans la salle et attendirent. Bientôt le père de Grégor est arrivé avec le pupitre, sa mère avec la partition et sa sœur avec le violon. Sa sœur se préparait tranquillement à jouer. Ses parents, qui n'avaient jamais loué de chambre dans les premiers jours et qui traitaient donc ses locataires avec une déférence exagérée, n'osaient même pas s'asseoir dans leur propre fauteuil. Son père s'appuyait contre la porte, sa main droite, entre deux boutons de sa veste de livrée fermée. Sa mère, pendant ce temps, se voyait offrir un fauteuil par l'un des locataires, et comme elle avait quitté le fauteuil où il l'avait placé, elle s'est assise sur le côté dans un coin. La sœur de Grégor se mit à jouer, et de chaque côté son père et sa mère suivaient attentivement chacun des mouvements de ses mains. Attiré par son jeu, Grégor s'était aventuré un peu plus loin que d'habitude et avait déjà la tête dans le salon. Il ne fut guère surpris d'être devenu si inconsidéré envers les autres. Auparavant, sa considération avait été une source de fierté, et il avait d'autant plus de raisons de se cacher maintenant. Grâce à la poussière qui était partout dans sa chambre et tourbillonnait au moindre mouvement, lui aussi était couvert de poussière. Il traînait des fils, des cheveux et des restes de nourriture accrochés à son dos et à ses côtés. Son indifférence générale était désormais bien trop grande pour lui de continuer à suivre une habitude qu'il avait pratiquée plusieurs fois par jour. Se retourner pour frotter le dos contre le tapis. Et malgré son état, il n'hésitait pas à continuer son avance un peu plus loin sur le sol immaculé du salon. Pour être sûr, personne ne lui a prêté la moindre attention. La famille était complètement absorbée par le jeu du violon. Les locataires, d'autre part, s'étant d'abord placés, les mains dans les poches de leurs pantalons, beaucoup trop près du pupitre de sa sœur pour pouvoir tous regarder la partition, qui, sans doute, l'avait distraite, se retira bientôt à la fenêtre, parlant en sous-ton, et resta là, observé avec inquiétude par le père de Grégor. Il semblait plus que clair qu'il avait été déçu dans leur attente d'entendre de la belle musique de violon et maintenant, fatigué de toute la performance, continuait à tolérer cette perturbation de leur paix seulement par politesse. La façon dont ils soufflaient la fumée de leurs cigares dans l'air, par le nez et la bouche, suggérait une agitation extrême. Et pourtant, la musique de sa sœur était si belle. Son visage était incliné d'un côté. Ses yeux suivaient tristement les lignes des notes. Grégor se glissa un peu plus en avant et baissa la tête près du sol pour peut-être attirer son attention. Était-il une bête? Cette musique le touchait tellement? Il sentait comme si on lui montrait la voie vers cet aliment inconnu qu'il désirait. Il était déterminé à ramper jusqu'à sa sœur, à lui arracher la jupe et ainsi lui indiquer qu'elle devait venir dans sa chambre avec son violon, car personne ici ne la récompensait en jouant comme il le voulait. Il ne la laisserait plus jamais quitter sa chambre, du moins tant qu'il vivrait. Son horrible visage lui serait utile pour la première fois. Il serait à toutes les portes de sa chambre en même temps, grognant à ses agresseurs. Mais sa sœur devait rester avec lui non par la force, mais de son propre gré. Elle devrait s'asseoir à côté de lui sur le canapé, se pencher, mieux entendre, et il lui avouerait qu'il avait eu la ferme intention de l'envoyer au conservatoire et que si la catastrophe n'avait pas perturbé ses plans, il aurait fait une annonce générale à Noël dernier. Noël était passé, n'est-ce pas? Sans se laisser influencer par des objections de quelque sorte que ce soit. Après cette déclaration, sa sœur serait émue jusqu'aux larmes et Grégor se lèverait à la hauteur de son aisselle et lui embrasserait la gorge qu'elle portait maintenant, puisqu'elle allait au bureau tous les jours, sans ruban ni col. Herr Samsa. Le monsieur au milieu a crié sur le père de Grégor, et sans perdre un mot, il a pointé son doigt sur Grégor qui avançait lentement. Le violon se taisait, le locataire du milieu d'abord juste souriait et secouait la tête, se tournant vers ses amis, puis regardait de nouveau Grégor. Le père de Grégor trouvait apparemment la tâche de ramener Grégor dans sa chambre moins urgente que celle de calmer les locataires, malgré le fait qu'il ne semblait pas particulièrement énervé et semblait trouver Grégor plus divertissant que la musique. Il se précipita vers eux et essaya, les bras écartés, de les ramener dans leur chambre, tout en utilisant son corps pour protéger Grégor de leur vue. Et maintenant, ils se sont en fait un peu fâchés, bien qu'il ne fût plus clair si c'était à cause du comportement du père de Grégor ou de la réalisation qui leur venait à l'esprit qu'à leur insu, ils avaient partagé leur maison avec un camarade de ce genre. Ils demandèrent des explications du père de Grégor. C'était maintenant à leur tour de jeter leurs bras en l'air. Ils se déchargeaient avec difficulté de leur barbe et ne se retiraient que lentement dans la direction de leur chambre. Pendant ce temps, la sœur de Grégor, qui était là en état de confusion depuis que son jeu avait été si inopinément interrompu. Elle tenait encore le violon et l'arc dans ses mains pendus avec négligence, regardant les notes comme si elle continuait à jouer. Tout d'un coup se ressaisit, elle posa son instrument sur les genoux de sa mère, qui était encore assise dans son fauteuil, ses poumons secoués comme elle se battait pour respirer,
et courut dans la pièce voisine, vers laquelle les locataires se déplaçaient un peu plus vite que le père de Grégor ne les avait exhortés à faire. On voyait, sous les mains expertes de sa sœur, les couvertures et les oreillers des lits s'envoler dans l'air et dans l'ordre. Avant même que les locataires n'arrivent dans la chambre, elle avait fini de faire les lits et s'était glissée. Le père de Grégor semblait une fois de plus être si fermement dans la main de sa propre entêtement qu'il a oublié le respect fondamental qu'il devait à ses locataires. Il continuait à pousser et à presser jusqu'à ce que, déjà debout dans la porte, le locataire du milieu lui écrase son pied d'un coup de tonnerre, faisant s'arrêter le père de Grégor. « Je déclare par la présente », dit-il en levant la main et cherchant la mère et la sœur de Grégor aussi, alors qu'il jeta un coup d'œil sur ce qui se passait dans cet appartement et cette famille. Et là il cracha sans réfléchir à l'instant sur le sol. « Je donne un avis sur ma chambre à compter de maintenant. Il va de soi que je ne paierai pas un sou pour les jours que j'ai passés ici. Au contraire, je vais considérer si je dois ou non vous poursuivre avec, croyez-moi s'il vous plaît, des revendications facilement justifiables. » Il se tut et continua à regarder droit devant lui avec impatience. Et en effet, ses deux amis ont immédiatement répondu « Nous aussi, nous donnons un préavis immédiat. » Il saisit la poignée de la porte et, d'un grand coup, claqua la porte. Le père de Grégor tituba jusqu'à son fauteuil, les mains tâtonnant, et se laisse tomber dedans. Il semblait s'étirer pour sa sieste habituelle du soir, mais la violente inclinaison de sa tête sans ancrage montrait qu'il ne dormait absolument pas. Grégor était allé se coucher tranquillement sur le lieu où les locataires l'avaient espié. Sa déception devant l'échec de son plan et peut-être aussi la faiblesse causée par la famine le rendaient incapable de bouger. Avec une certaine certitude, il sentait, terrifié, que tout allait s'écrouler autour de lui, et donc il attendait. Même le violon ne l'a pas surpris quand il est tombé du ventre de sa mère sous ses doigts tremblants, émettant une note qui résonnait dans l'air. « Chers parents, » dit sa sœur en frappant la table par un préambule, « les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Même si vous ne le réalisez pas, moi je le sais. Je ne veux pas prononcer le nom de mon frère devant cette créature, et donc je dirai seulement, nous devons essayer de nous en débarrasser. » Nous avons fait tout ce qui était humainement possible pour le soigner et lui faire preuve de tolérance. Je ne pense pas que quiconque nous en blâmerait aussi tighter. Elle a 1000 fois raison, murmura le père de Grégor. Sa mère, encore incapable de respirer librement, commença à tousser doucement dans sa main levée, une expression lunatique dans ses yeux. La sœur de Grégor se précipita vers sa mère et lui tint le front. Ces paroles semblaient donner une idée à son père, car il s'assit droit, jouant avec sa casquette d'uniforme entre les assiettes laissées sur la table par le dîner des locataires et jetant un coup d'œil de temps en temps au calme de Grégor. « Nous devons essayer de nous en débarrasser, » dit sa sœur, s'adressant cette fois exclusivement au père de Grégor, car sa mère toussait trop fort pour entendre quoi que ce soit. « Ce sera la mort de vous deux, je le vois maintenant. Quand les gens doivent travailler aussi dur que nous tous, il n'est tout simplement pas possible de supporter ces tourments sans fin à la maison. Je ne peux plus le supporter non plus. » Et elle éclata en sanglots, pleurant si fort que ses larmes coulèrent sur le visage de sa mère, dont la jeune fille les essuya avec un geste mécanique. « Enfant, son père a dit avec sympathie et une compassion remarquable, mais que pouvons-nous faire ?» La sœur de Grégor haussa les épaules en signe d'impuissance qui l'avait frappée pendant qu'elle pleurait, contrairement à la confiance dont elle avait fait preuve un instant auparavant. « S'il nous comprenait, » dit le père de Grégor, à moitié interrogé. Sa sœur, toujours prise dans ses larmes, serra une main avec véhémence comme signe de l'inconcevabilité qu'elle trouvait cela. « S'il nous comprenait, » répéta son père en fermant les yeux pour absorber sa conviction que cela était hors de question, alors il serait possible de parvenir à un accord avec lui. Mais dans l'état actuel des choses, il faut que ça s'arrête, a dit la sœur de Grégor, c'est le seul moyen, mon père. Il faut simplement essayer de laisser partir la notion que cette chose est Grégor. Le vrai désastre, c'est que nous avons cru cela pendant si longtemps. Mais comment pourrait-il être Grégor? Si c'était Grégor, il aurait réalisé depuis longtemps qu'il n'est tout simplement pas possible pour les êtres humains de vivre à côté d'une telle créature, et il serait parti par lui-même. Il nous aurait encore manqué un frère, mais nous aurions pu continuer à vivre et honorer sa mémoire. Mais maintenant nous avons cette bête qui nous tourmente. Elle chasse nos locataires et apparemment a l'intention de prendre tout l'appartement et de nous faire dormir dans la gouttière. « Regardez mon père !» hurla-t-elle soudainement, il recommence. Et dans une frayeur que Grégor trouva ahurissante, elle alla jusqu'à laisser sa mère derrière elle, se jetant de son fauteuil comme si elle préférait sacrifier sa mère plutôt que de rester à proximité de Grégor, et courut se mettre à couvert derrière son père qui, agité par la façon dont elle se comportait, il se leva de sa propre chaise et leva les bras à moitié comme pour la protéger. Mais Grégor était loin de vouloir effrayer qui que ce soit, surtout sa sœur. Il avait seulement commencé à se retourner pour regagner sa chambre, et certes cette opération aurait été difficile à ne pas remarquer, car dans son état actuel de blessure, il était obligé d'utiliser sa tête pour aider à cette manœuvre difficile. Il a continué à le soulever et puis le frapper contre le sol. Il s'arrêta, jeta un coup d'œil. Ses bonnes intentions semblaient avoir été reconnues. Ce n'était qu'une frayeur momentanée.
Tous l'ont regardé avec tristesse et en silence. Sa mère était allongée dans son fauteuil, ses jambes tendues serrées les unes contre les autres, à peine capable de garder les yeux ouverts dans son épuisement. Son père et sa sœur étaient assis côte à côte, et sa sœur avait drapé une main sur le cou de son père. « Peut-être me laisserez-vous faire demi-tour maintenant », pensa Grégor et reprit son travail. Il ne pouvait pas complètement réprimer le sifflement que cet effort produisait, et de temps en temps il devait se reposer. Sinon, personne ne le harcelait, il avait été laissé à s'occuper des affaires par lui-même. Quand il a terminé cette rotation, il est immédiatement allé directement à la porte de sa chambre. Il était étonné de voir à quel point une distance le séparait de sa destination. Et il ne comprenait pas comment, faible comme il était, il avait pu parcourir la même distance un peu plus tôt presque sans s'en apercevoir. Se concentrant fermement sur le fait de ramper aussi vite que possible, il ne prêtait guère attention au fait qu'aucun mot, aucun cri n'était venu de sa famille pour le déranger. Ce n'est que lorsqu'il était déjà dans la porte qu'il tourna la tête, non pas tout autour, comme il sentait son cou se raidir, mais même ainsi il pouvait voir que tout était inchangé derrière lui, sauf que sa sœur s'était levée. La dernière chose qu'il vit fut un aperçu de sa mère, qui s'était maintenant endormie. Il n'était pas encore dans sa chambre, quand la porte fut fermée à clé, verrouillée et verrouillée. Le choc soudain dans son dos lui donna un départ si effrayant que ses petites jambes lui cédèrent sous terre. C'était sa sœur qui s'était précipitée. Elle était déjà là debout et attendait, puis s'est jetée sur Grégor avec une telle légèreté qu'il n'a pas entendu son approche, et elle a crié « Enfin !» Elle tournait la clé de la serrure. « Et maintenant ?» se demandait Grégor en regardant dans le noir. Il a vite découvert qu'il n'était plus capable de bouger du tout. Il n'en fut pas surpris. Au contraire, il lui sembla peu naturel qu'il eût jusqu'à présent pu se soutenir sur ses petites jambes minces. Pour le reste, il se sentait relativement à l'aise. Certes, tout son corps était déchiré par la douleur, mais il lui semblait qu'il devenait progressivement plus faible et finirait par disparaître complètement. Il sentait déjà à peine la pomme pourrie dans son dos, ni l'inflammabilité qui l'entourait, les deux enveloppés de poussière tendre. Il a pensé à sa famille avec tendresse et amour. Son opinion qu'il devait absolument disparaître était peut-être encore plus emphatique que celle de sa sœur. Il resta dans cet état de réflexion vide et paisible jusqu'à ce que la tour des horloges sonna la 3e heure du matin. Il regarda tout se mettre à s'éclaircir devant sa fenêtre. Puis sa tête s'enfonça sans volonté jusqu'au sol et de ses narines jaillit son dernier souffle. Quand la femme de ménage arriva tôt le lendemain matin, claquant les portes si fort dans sa force et sa hâte, souvent comme on lui avait demandé d'éviter cela, que le sommeil était hors de question partout dans l'appartement après son arrivée. Sa visite rapide habituelle dans la chambre de Grégor ne révéla rien d'extraordinaire. Elle le croyait couché là, immobile, faisant semblant d'être indigné. Elle le considérait parfaitement capable de pensée rationnelle. Comme elle tenait le long balai dans sa main, elle essaya de chatouiller Grégor avec lui depuis la porte. Quand même cela n'eut aucun effet, elle devint vexée et commença à taquiner un peu Grégor. Et ce n'est que lorsqu'elle l'avait déplacé de l'endroit où il se trouvait sans aucune résistance que ses soupçons furent éveillés. Quand, peu après, les faits de la question lui furent clairs, elle regarda avec surprise, donna un coup de sifflet bas, puis, sans plus tarder, ouvrit la porte de la chambre et s'écria à haute voix dans l'obscurité. « Viens voir, il est parti et accru. Il est juste là, mort comme un clou. » Le couple Sansa a été abattu dans son lit conjugal et il a d'abord dû se battre pour se remettre du choc de la conduite de la femme avant de pouvoir saisir ses mots. Mais alors R et Fro Sansa se sont levés précipitamment du lit, l'un de chaque côté. R Sansa a jeté la couverture sur ses épaules tandis que Fro Sansa est sorti en chemise de nuit. Dans cet état, ils sont entrés dans la chambre de Grégor. Pendant ce temps, la porte du salon où Grete avait dormi depuis l'arrivée des locataires s'était ouverte aussi. Elle était entièrement habillée, comme si elle n'avait pas dormi du tout, comme même la pâleur de ses joues semblait le prouver. « Mort ?» Madame Sansa demanda, levant les yeux vers la femme de ménage, bien qu'elle fût libre d'enquêter et pouvait même voir comment les choses se passaient sans enquête. « Je devrais le dire », dit la femme de ménage, et pour preuve, elle poussa le corps de Grégor assez loin sur le côté avec son balai. Madame Sansa fit un geste comme si elle voulait retenir le balai, mais ne le fit pas. « Eh bien, dit R. Sansa, maintenant nous pouvons remercier Dieu. » Il s'est croisé, et les trois femmes ont suivi son exemple. Grete, qui n'a pas détourné les yeux du cadavre pendant un instant, dit « Regardez comme il était mince. Il est resté si longtemps sans rien manger. » Toute la nourriture qui était dans sa chambre allait sortir comme avant. Et en effet, le corps de Grégor était complètement plat et sec, ce qui n'avait pas vraiment été perceptible jusqu'à maintenant quand il n'était plus levé sur ses petites jambes et qu'il ne restait rien pour distraire le regard. « Grete, viens t'asseoir avec nous un peu », dit Fro Sansa avec un sourire mélancolique, et Grete, regardant le cadavre, suivit ses parents dans leur chambre. La femme de ménage a fermé la porte et a ouvert la fenêtre. Malgré le petit matin, l'air frais était déjà tempéré par une certaine douceur. Après tout, c'était déjà la fin du mois de mars. Les trois locataires sortirent alors de leur chambre et regardèrent autour d'eux, étonnés, pour prendre leur petit déjeuner,
ils avaient été oubliés. « Où est le petit déjeuner ?» Celui du milieu demanda avec une certaine frousse à la femme de ménage. Mais elle a juste mis un doigt sur ses lèvres et puis rapidement, sans un mot, a fait signe aux locataires d'entrer dans la chambre de Grégor. Ils firent ce qu'elle leur demandait et les mains dans les poches de leurs petites vestes légèrement décharnées, ils entourèrent le cadavre de Grégor dans la pièce qui était devenue entre-temps assez lumineuse. Alors la porte de la chambre s'ouvrit et Ersansa apparut vêtu de sa livrée, avec sa femme sur un bras, sa fille sur l'autre. Les trois semblaient pleurer. Grete continuait à appuyer son visage contre le bras de son père. « Quitte ma maison immédiatement. » Ersansa dit, en pointant la porte sans laisser partir les femmes. « Que voulez-vous dire ?» Le monsieur au milieu demanda, stupéfait, et lui donna un sourire sucré. Les deux autres se tenaient la main dans le dos et continuaient à les frotter ininterrompus, comme dans l'attente joyeuse d'un combat qui était certain de se décider en leur faveur. « Je veux dire exactement ce que je dis, » répondit Ersansa, qui avançait maintenant sur le locataire flanqué de ses deux compagnons. Le locataire se tenait là, au début, en regardant le sol, comme si les choses se réorganisaient dans sa tête pour entrer dans un nouvel ordre. « Nous allons donc partir, » dit-il alors en levant les yeux vers Ersansa, comme si cette nouvelle humilité qui lui était subitement venue l'obligeait à demander l'approbation de cette décision. Ersansa hocha la tête quelquefois, les yeux bandés. En cela, le monsieur se hâta de redescendre au vestibule où ses deux amis avaient écouté attentivement pendant quelques instants, les mains au repos, et maintenant ils sautaient et sautaient dans leur hâte de suivre, comme si Ersansa était inquiet de pouvoir les précéder dans le vestibule, coupant leur ligne de communication avec leur chef. Dans le vestibule, les trois ont pris leur chapeau du porte-manteau, ont retiré leur bâton de la canne, ont fait un signe silencieux et sont sortis de l'appartement. Manifestant ce qui s'avéra être une méfiance totalement infondée, Ersansa sortit sur le palier avec les deux femmes. Penché contre la rampe, il regardait comme les trois messieurs descendaient le long escalier, se déplaçant lentement mais à un rythme régulier et disparaissant sur chaque étage à un certain virage de la cage d'escalier pour réapparaître quelques instants plus tard. Plus ils descendaient, plus l'intérêt de la famille Sansa pour eux s'estompait, et quand un apprenti boucher les a croisés, puis les a passés en montant. Portant fièrement son plateau sur sa tête, Ersansa et les femmes ont abandonné la rambarde, et tous sont retournés à leur appartement, apparemment soulagés. Ils décidèrent de passer la journée à se reposer et à sortir pour une promenade. Non seulement ils avaient mérité ce répit de leur travail, mais ils en avaient désespérément besoin. Et ils s'assirent tous à la table et écrivirent 3 lettres d'excuses. Ersansa à son supérieur, Frosansa à son employeur, et Grete à son supérieur. Pendant qu'il écrivait, la femme de ménage est entrée pour dire qu'elle partait, alors que son travail du matin était terminé. Les 3 scribes d'abord se contentèrent de hocher la tête sans lever les yeux. Et ce n'est que lorsque la femme de chambre ne put poursuivre son chemin qu'ils levèrent les yeux en colère. « Eh bien ?» demanda Ersansa. La femme de ménage souriait à la porte comme si elle avait une bonne fortune à annoncer à la famille, mais ne le ferait pas avant d'avoir été correctement interrogée. Les petites plumes d'autruche presque verticales sur son chapeau, qui avaient agacé Ersansa pendant toute la durée de son service dans la famille, se balançaient doucement dans toutes les directions. « Alors, que voulez-vous » lui demanda maintenant Madame Sansa, le membre de la famille pour qui la femme de ménage avait encore le plus de respect. « Eh bien, » répondit la femme de ménage, son propre rire bienveillant lui rendant impossible au début de continuer à parler, « il n'y a pas besoin que vous vous inquiétiez de savoir comment vous débarrasser de ce désordre là-dedans. On s'en occupe déjà. » Madame Sansa et Grete se penchèrent sur leurs lettres comme pour continuer à écrire. Ersansa, qui vit que la femme de chambre allait tout décrire en détail, la fit sommairement taire avec une main tendue. Et comme elle ne pouvait dire ce qu'elle voulait, elle se souvint soudain de la grande hâte dans laquelle elle était, et alors avec un air insulté elle cria « Au revoir, tout le monde !» se retourna sauvagement sur son talon, et avec le claquement des portes le plus exaspérant quitta l'appartement. « Ce soir, on la laissera partir, » dit Ersansa, mais il n'a reçu de réponse ni de son épouse ni de sa fille, car la femme de chambre semblait avoir perturbé l'équanimité qu'il venait d'atteindre. Ils se sont levés de leur siège, sont allés à la fenêtre et sont restés là avec leurs bras les uns sur les autres. Monsieur Sansa se retourna pour les regarder et les observa tranquillement pendant un moment. Puis il cria « Venez donc ici. Laissez ces vieilles affaires se reposer. Et montrez un peu de considération pour moi aussi. » Aussitôt les femmes obéirent, se précipitèrent vers lui, le caressèrent et finirent rapidement leurs lettres. Puis ils ont quitté l'appartement ensemble, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des mois, et ont pris le tramway électrique jusqu'à la campagne en bordure de la ville. La voiture dans laquelle ils étaient assis tout seuls était entièrement baignée de lumière chaude. Se penchant confortablement sur leur siège, ils ont discuté de leurs perspectives d'avenir et, après une enquête plus approfondie, il est apparu que ces perspectives n'étaient pas mauvaises du tout. Pour les 3 postes, dont ils n'avaient jamais discuté à fond, ils étaient en fait très avantageux et surtout prometteurs. La plus grande amélioration immédiate de leur situation serait bien sûr facilement atteinte en déménageant dans un nouvel appartement.
Ils souhaitaient maintenant prendre un appartement plus petit et moins cher, mais plus pratique et surtout plus pratique que celui qu'il occupe actuellement, qui avait été choisi pour eux par Grégor. Pendant qu'ils discutaient ainsi, Monsieur et Madame Sansa furent frappés presque comme un seul homme, en observant leur fille qui grandissait toujours plus vivace, par la pensée que malgré tous les tourments qui avaient fait pâlir ses joues, elle avait récemment fleuri dans une belle, voluptueuse. Devenant plus calme maintenant et communiquant presque inconsciemment entre eux par un échange de regards, ils ont pensé à combien il serait bientôt temps de lui trouver un bon mari. Et quand ils arrivèrent à destination, il leur sembla presque une confirmation de leurs nouveaux rêves et de leurs bonnes intentions que leur fille se releva rapidement sur ses pieds et étendit son jeune corps. Fin.